Bonjour à tous ceux qui sont connectés, bonjour à tous nos invités. Je suis Ariane Batoutovan, la directrice de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen. Je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième rencontre littéraire avec l'auteur David Lopez, les traducteurs Sabine Müller, Holger Fock, autour de l'ouvrage Fief en français et en allemand Aus der Deckung. Cette rencontre, c'est la deuxième qui se passe dans le cadre de notre prix littéraire, le prix Première. Vous pouvez trouver toutes les informations que vous souhaitez sur ce prix sur notre site. Ça va s'afficher aussi dans le chat, l'adresse pour trouver les informations sur ce prix littéraire qui met en avant les premières traductions vers l'allemand. Je souhaite remercier nos partenaires, le Bureau du Livre à Berlin, l'Association des Amis de l'Institut culturel franco-allemand de Tübingen, le libraire Osiander, le Centre franco-allemand de Provence, le Fonds citoyen franco-allemand et bien sûr l'équipe de l'Institut culturel franco-allemand et particulièrement Pauline Bolac et Julia Gaol qui sont à la technique ce soir également. Par rapport à la technique, si vous souhaitez écouter en français ou en allemand, vous pouvez cliquer sur la petite planète qui s'appelle en allemand Dolmetschen en bas de votre écran, le petit cercle, et choisir la langue que vous souhaitez écouter. Voilà. Et donc, pour le dérouler, il va y avoir un échange avec Myriam Louvio du Bureau du Livre de Berlin et l'auteur et les traducteurs pendant environ 45 minutes. Puis, vous serez invité, cher public, à prendre la parole si vous le souhaitez pour poser des questions. Je vous annonce aussi également que le 24 juin prochain, la dernière rencontre autour des trois nominés pour ce prix avec Adeline Dieudonné et la traductrice Sina de Malafosse aura lieu également sur Zoom et vous êtes vraiment cordialement invités. Donc, je donne la parole à Myriam Louvio du Bureau du Livre de Berlin. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour cette deuxième rencontre dans le cadre du prix Première. Très heureuse et aussi d'ailleurs très fière finalement de l'existence de ce nouveau prix qui est né d'une idée d'Ariane Batoutovan et qui a été ensuite élaborée conjointement entre l'Institut culturel franco-allemand et le Bureau du Livre. Je pense qu'on était toutes les deux animées par la même envie de faire découvrir des voix fortes de la littérature française contemporaine par des auteurs encore inconnus en Allemagne. On avait envie de les accompagner à la rencontre de leurs lecteurs allemands. Et en même temps, on avait cette envie très forte aussi de mettre à l'honneur la traduction et le rôle des traducteurs, ces passeurs essentiels. Le prix Première, c'est vraiment un prix qui célèbre le passage, l'échange et la curiosité toujours renouvelée des lecteurs. Alors, je remercie aussi tous les spectateurs d'être là ce soir. Et je m'associe à Ariane pour remercier aussi les partenaires du projet et tout particulièrement aussi ce soir les passeurs invisibles que seront les interprètes Gabriele Holling et Juliette Caté, grâce à qui vous pouvez suivre cette rencontre dans la langue de votre choix. Voilà, donc c'est donc un plaisir de vous présenter ce soir l'écrivain David Lopez, auteur du très beau roman Fief, et ses traducteurs Holger Fock, Sabine Müller. Et je me réjouis vraiment beaucoup de cet échange, à la fois parce que Fief, c'est un vrai coup de cœur, aussi tout à fait personnel, et c'est toujours formidable de partager ses enthousiasmes et ses découvertes. Et je suis aussi très heureuse de pouvoir associer les traducteurs à cette rencontre, puisque c'est eux qui permettent ce miracle. C'est quand même incroyable. On va pouvoir parler d'un livre avec toutes ses nuances, toutes ses subtilités, avec son humour aussi. Et en même temps, je vais en parler en français avec des interlocuteurs qui parlent peut-être pas un mot de français, qui auront lu le livre aussi ou qui vont avoir envie de le lire et qui vont pouvoir le lire en allemand. Et c'est quand même, si on y réfléchit 2 minutes, c'est quand même incroyable. Quelques mots sur nos invités avant de commencer la discussion. Donc, on l'a dit, le prix Première récompense des auteurs qui sont traduits pour la première fois en allemand, mais ce n'est pas toujours des auteurs de premiers romans. Ce soir, il se trouve que c'est le cas. Fief, c'est un premier roman et à mon avis, c'est une entrée assez fracassante sur la scène littéraire française. David Lopez a fait de la boxe, du rap, un master de création littéraire et il ne faut peut-être pas s'étonner si c'est une écriture assez percutante. Il a fait des études de sociologie, un master sur la sociologie du rap. Et si vous avez déjà lu le roman, si vous l'avez feuilleté, vous vous dites peut-être, tiens, il y a peut-être quelque chose aussi. Mais on en parlera peut-être un peu plus tard.
pour ce livre qui est sorti en 2017 aux éditions du Seuil. Il a reçu le prix de Livre Inter. Et le prix du Livre Inter, je ne sais pas à quel point il est connu en Allemagne, mais c'est un prix qui est vraiment intéressant parce que c'est un prix des lecteurs, c'est un prix de passionnés et qui est devenu au cours des années vraiment un des prix les plus importants en France. Le livre est sorti en Allemagne en juin 2020 aux éditions Hoffmann und Campe et il a reçu aussi un très bel accueil. Holger Fock et Sabine Müller, eux, on ne peut pas dire qu'ils en sont à leur coup d'essai pour le coup. Ils ont à leur palmarès certains des plus grands auteurs de la littérature française, Mathias Sénard, Patrick Deville, Sylvain Tesson, Alain Mabanckou ou Philippe Soupeau, pour en citer juste quelques-uns. Et d'ailleurs, si vous avez déjà lu des textes de Mathias Sénard, que ce soit en français ou en allemand, je pense peut-être son dernier roman là, qui vient de paraître en Allemagne, vous savez que Holger et Sabine n'ont pas peur des défis ni du corps à corps avec les textes. Hein. David, Holger, Sabine, bienvenue à tous les trois. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, en général, à ce moment-là, soit la personne qui fait la modération, soit l'auteur présente le livre, mais puisque c'est une rencontre dans laquelle on veut mettre à l'honneur la traduction, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de demander au traducteur de commencer et de présenter le livre et de dire qu'est-ce que c'est cette histoire, c'est quoi Aus der Deckung? Holger, gut. Also Fiev erzählt von jungen Männern in einer Kleinstadt, die sich in einer Lebensphase befinden, in der man traditionellerweise sagt, ja, dass sie im Übergang zum Erwachsenenalter sind, berufstätig werden oder so. Das Setting von diesem Roman hat eigentlich das Zeug dazu, dass man einen Entwicklungsroman oder so einen Coming-of-Age-Roman schreibt. Aber, und das ist jetzt der Witz, genau das macht David Lopez nicht. Das ist auch die thematische Neuigkeit des Romans. Er beschreibt nämlich junge Männer, die eine Art Klick bilden und die sich dadurch auszeichnen, dass sie ein ungeheures Verharrungsvermögen haben. Sie kleben nämlich geradezu in der Kleinstadt, in der sie zu Hause sind, hängen da zusammen rum, spielen Karten, kiffen, retten, jobben höchstens das Allernotwendigste, um den Eltern nicht auf dem Geldbeutel zu liegen. Ja, also sie machen überhaupt keine Anstalten, sich da wegzubewegen. Das, was man normalerweise bei diesem Coming-of-Age oder Entwicklungsroman erwartet. Und ja, das ist die Neuigkeit. Die Frage, was hält sie eigentlich zurück? Und da hat der David Lopez einen für uns unheimlich interessanten Ansatz gehabt, nämlich er hat da gar keine sozialpsychologische Erklärung dafür gesucht in diesem Buch, sondern hat eigentlich konsequent aus der Sicht von Jonas, der Hauptfigur in der Ich-Form, dessen Leben und das Leben in seiner Clique erzählen lassen. Das heißt, was da erzählt wird, findet zwischen zwei Boxkämpfen statt, ist also zeitlich doch recht nahe. Aber es gibt dort keine Entwicklung, kein Vorwärtskommen in dem Erzählten. Stattdessen führt er junge Männer vor, die sich in ihrer Lebenswirklichkeit eingerichtet haben und sich auch wohlfühlen. Und obwohl diese Lebenswirklichkeit sie beschneidet, auch lähmt und zurückhält. Also es ist so eine Ambivalenz. Sie sind eigentlich ganz zufrieden da. Trotzdem ist irgendwie der Drang, da rauszukommen. Das Tolle an dem Roman, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er eine Form gefunden hat, das zu erzählen, ohne diese Figuren zu denunzieren oder zu stigmatisieren. Das heißt, die zwei Figuren erzählen sich selbst durch das, was sie tun. Das ist richtig toll gelungen. Es gibt einen großen Unterschied zu der Art von Literatur, die wir hier in Deutschland mehr kennen, à la Didier Eribon oder Edouard Louis, in denen nicht nur eine Art Aufstieg aus einem bestimmten Milieu in ein akademisches Milieu gezeigt wird und mit welchen Schwierigkeiten das verbunden war und gleichzeitig auch so eine Art soziologische Analyse von diesem Aufstieg stattfindet. Das ist hier überhaupt nicht der Fall, sondern hier ist das Wort ganz
viel, viel eher bei den Figuren selber. Auch wenn wir einen Ich-Erzähler haben, besteht der Roman in großen Teilen davon, dass dieser Ich-Erzähler wiederum die Stimmen der anderen wiedergibt. Womit wir schon bei der ersten Schwierigkeit des Übersetzens auch sind. Vieles davon ist ein Erzählen, in dem wörtliche Rede eingebunden ist, aber nie in Dialogform, sondern tatsächlich in die Sätze eingebunden ist oder eben mit der indirekten Rede korreliert. Und der wörtliche Rede und indirekte Rede gehen zum Teil in einem Satz durcheinander. Das macht die ganze Sache nicht einfach. Aber es charakterisiert ganz einfach die Figuren wunderbar. Und das ist toll gelungen. Also, David Lopez, vous vous reconnaissez dans cette présentation du livre? Est-ce que vous dites, ah oui, c'est bien le livre que j'ai écrit, ou bien vous aviez autre chose en tête? Absolument. C'est vrai que la dimension sociologique du texte, elle existe, parce qu'effectivement, on est dans un groupe et il y a presque une dimension ethnographique dans le fait d'aller en recenser les us et coutumes, les manières d'être. Mais effectivement, il n'y a pas cette portée de l'ordre de l'analyse. Moi, j'ai étudié la sociologie et pour moi, elle se divise en deux temps. Il y a d'abord le temps du regard, celui qu'on pose sur une situation, sur un groupe de gens, et ensuite le temps de l'analyse. Moi, mes études, elles ont été avortées au moment où justement, je n'étais capable que du premier geste. Et en fait, je le trouve très sain dans la mesure dans laquelle on peut appréhender le réel tel qu'il se montre finalement, sans y porter de jugement. Donc, je voulais absolument pas être ni du côté de l'accusation, ni du côté de l'excuse. Ce texte n'est ni un réquisitoire, ni un plaidoyer. Je voulais simplement être dans des choses très réelles finalement, des vies très simples que je constate autour de moi tous les jours. Et je suis très touché par le résumé qui en a été fait par Sabine et Holger, parce que oui, c'est exactement ce que j'ai voulu faire, quoi. Donc, je vous en remercie beaucoup d'avoir eu cette Intuition-là, quoi. Ja, ich möchte trotzdem kurz darauf antworten, weil, David, Sie haben das jetzt so dargestellt, ein bisschen neorealistisch oder so. Es ist aber so, wenn man das übersetzt, ist man sehr im Detail. Und das Tolle an dieser Art der Abbildung der Figur ist, dass in der Art und Weise, wie sie sprechen, wie sie ihr Leben in dieser Sprache aufbauen, Differenzen aufscheinen, die diese Brüche raus wollen, nicht raus können, vielleicht irgendwo anders hin verpflichtet sein, ohne sie zu verbalisieren und ohne sie halt, ich habe stigmatisieren gesagt, weil das halt oft in der Analyse dann stigmatisiert wird, ohne sie zu stigmatisieren, sondern die Leute leben in dieser Brüchigkeit, die eigentlich ihre Existenz ist, die ja auch irgendwo überall existiert, in jedem Lebensalter, aber besonders stark natürlich in dieser Phase, in der man gezwungen ist, sich loszulösen vom Elternhaus irgendwie und irgendwas anzufangen und sich zu entscheiden, gehe ich weg oder gehe ich nicht weg. Vielleicht sollten wir kurz ein bisschen was über die Figur noch selber sagen. Also der Ich-Erzähler ist ein Boxer, der relativ gut boxen kann, in dem Boxstall ist, wo der Inhaber ihn auch gerne zum Profi ausbilden würde. Dummerweise ist er nicht sehr diszipliniert, er kifft, er trinkt, er hängt mit den anderen rum. Trainiert nicht ausgiebig genug und so versandet irgendwie diese Boxkarriere in Kämpfen, die ihm auch noch den Spitznamen 2,5 Runden einbringen, weil er 2 Runden immer sehr gut da ist und in der 3. Runde reicht dann seine Kondition nicht mehr aus und er geht K.O. Wir haben eine Figur in seinem Freundeskreis, andere Figuren, die kiffen, einer ist auch ein Dealer, ein Tell, der ein bisschen nicht nur mit Dope dealt, sondern der überhaupt mit allem dealt, was ihm irgendwie unter die Finger kommt, bis hin zu Rasenmähern, die er einem der Jungs, bei denen sie dann mal sind und der einen ungepflegten Garten hat, dann bietet er dann Rasenmäher an. Dann haben wir Poteau, das ist die Figur, die so ein bisschen den Rap reinbringt, der Rapper ist, aber der so nicht so richtig durchstartet, was ihm auch nichts irgendwie ausmacht. Er selber sagt, er will nicht bekannt werden, das interessiert ihn nicht, sondern er will einfach nur das machen, was ihm Spaß macht. Und so gibt es so ungefähr 6, 7, 8 Figuren, die ständig zusammenkommen, die mal Karten spielen, die mal Computerspiele spielen,
die sich im Endeffekt langweilen, aber gleichzeitig in dieser Langeweile auch eine gewisse Produktivität an den Tag legen, die aber immer nur daran orientiert ist, was sie in ihrer direkten Umgebung machen können. Keiner von denen hat groß die Idee, auszubrechen, bis auf einen einzigen. Das ist ein Freund auch aus der Clique, der aber sozusagen bereits ausgebrochen ist. Laiz, der in die Großstadt gegangen ist und dort studiert und ab und zu eben zurückkommt und dann wieder zu der Clique stößt. So, das ist so ungefähr das Setting von dem Roman. Oui, alors vous avez vu, David Lopez, il n'y a rien de plus impressionnant que personne ne lit un texte comme un traducteur. Je suis impressionné. Ils connaissent sans doute le texte mieux que vous. C'est l'impression que ça me donne là. Et je propose pour qu'on rentre tout de suite un petit peu, puisque beaucoup de choses ont déjà été évoquées, qu'on lise tout de suite deux extraits qui sont assez courts, mais qui permettent, je pense, de donner un petit peu le cadre de l'histoire. Un premier extrait pour dire un petit peu où ça se passe. Et donc là aussi, d'abord avec une lecture en allemand par Sabine, et je pense que vous avez la traduction en français par les interprètes. Voilà. Et ensuite, un deuxième extrait. Periskop. Wir leben in einer Kleinstadt, Typ 15.000 Einwohner, irgendwo zwischen Speckgürtel und Acker. Wir sind keine echten Landeier, dafür gibt es bei uns zu viel Asphalt. Aber auch keine Vorstadtprolls, dazu ist es bei uns zu grün. Um uns Dörfer, Weiler, Marktflecken, dazwischen Felder und Wälder. Für die umliegenden Dörfer sind wir hier Städter. Von der Großstadt aus betrachtet, die keine 100 Kilometer entfernt liegt, sind wir Hinterwäldler. Ich persönlich verstehe nichts von Landwirtschaft. Ein Nebenfluss teilt die Stadt. Er fließt von Süden nach Norden zur Großstadt. Im Osten befinden sich die beiden Hochhaussiedlungen, die Türme auf dem Hügel und die Blöcke etwas weiter entfernt. Zwischen beiden das Polizeikommissariat, dann das Krankenhaus, das Schulzentrum, die Autobahn, das Gewerbegebiet mit seinen heruntergekommenen Geschäften, seinen 1-Euro-Shops und Discountern. Nimmt man die Brücke ans Westufer, gelangt man ins Stadtzentrum. Eine Kirche, ein Platz, ein paar Cafés, Ladengeschäfte in Schwierigkeiten, dann die angrenzenden Straßen. Vor kurzem hat die Buchhandlung geschlossen. Arbeiter und Landarbeiter bestimmen hier das Bild. Was bedeutet, dass es im Zentrum ebenso viele Zeitarbeitsfirmen wie Bäckereien gibt. Hinter dem Stadtzentrum überquert man den Kanal. Dann kommt der Bahnhof und die besseren Wohnviertel rund um das Rathaus, das Stadtbad, das Stadion, die Privatschule und der Supermarkt. Und am Ende wieder ein Hügel, der dem anderen gegenüber liegt, nur dass hier keine Wohntürme stehen, sondern Luxusvillen. Im Westen gibt es mehrere Siedlungen wie die, in der ich aufgewachsen bin und immer noch lebe. Zwischen ihnen herrscht ein mehr oder weniger starker Austausch. Die jungen Leute von dort hängen zusammen rum. Unsere Einfamilienhaussiedlung liegt etwas abseits davon und näher am Stadtzentrum. Sie reicht mehr nach Osten. Aus diesem Grund haben wir uns nie wirklich mit den Jungs aus den Einfamilienhäusern im Westen identifiziert, obwohl wir, wie sie, Siedlungskinder sind. Im Unterschied zu ihnen besaßen wir keinen Motorroller. Wenn Jungs von dort mit Jungs aus dem Zentrum zu tun hatten, dann ging es in der Regel darum, sie mit ihren Rollern von da nach dort zu kutschieren. Das Schulzentrum liegt im Osten zwischen den Türmen und den Blöcken. Alle Schlauberger von dort besuchen eines der Collèges hier, ein paar auch das Lyzeum. Die 3 Schulgebäude blicken auf einen Busbahnhof, wo alles zusammenläuft. Das war der Ort, um offene Rechnungen zu begleichen, andere fertig zu machen, irgendwas auszuhecken, Streitigkeiten auszutragen. Da meine Homies und ich aus der Siedlung kamen, wurden wir nicht ernst genommen. Vor allem nicht von den Jungs aus den Türmen. Für die waren wir nur Pseudo, weil wir uns anzogen, wie sie ihre Auftritte kopierten, obwohl jeder von uns ein eigenes Zimmer hatte und unsere Markenklamotten nicht vom Lastwagen gefallen waren. Uns war nicht zu trauen, denn wir spielten die Schlaumeier. Das war nicht gern gesehen. Auch X war in einem Siedlungshaus groß geworden, doch zu ihm sagte niemand etwas, denn jeder erinnerte sich an den Tag, als ein Typ ihn austesten wollte. Es war am Busbahnhof. Sie kamen zu dritt. Einer von ihnen zoffte ein wenig lauter als die anderen. Nachdem er ihn zu Boden geschickt hatte, sprang Xe mit geschlossenen Beinen auf seinen Kopf. An diesem Tag begriff ich, dass man als Erster zuschlagen muss.
Alors, je trouvais important qu'on lise ce passage et je trouve que ça donne, vous dites, c'est pas une œuvre de sociologie, c'est certain, et en même temps, il y a quand même un sens d'observation assez incroyable. Et je me demandais, est-ce que l'histoire aurait pu se dérouler ailleurs? Est-ce que c'était important que ça soit dans ce cadre-là? Vous savez, si ça se passe dans ce cadre, c'est bien plus parce que c'est le cadre que j'ai toujours connu qu'un choix scénaristique en soi, quoi. Après, même si la sociologie du texte n'a pas présidé à son écriture, elle a été constamment présente parce qu'effectivement, à la genèse du texte, il y a beaucoup d'observations. Il y a énormément de choses qui me sont apparues. Dans mon groupe d'amis, je suis celui qui est parti à Paris faire des études, qui a pu avoir l'occasion dans sa propre vie de voir d'autres choses et donc de bénéficier d'un certain recul sur la vie qu'on a là-bas. Et il y avait un réflexe, il y a quelque chose qui allait un peu de soi de considérer que c'est un lieu qu'on doit quitter. Notamment Paris est assez proche pour constituer un horizon légitime. C'est-à-dire que c'est là, c'est-à-dire qu'on grandit, on grandit soi en faisant grandir son environnement finalement. Et je sentais chez beaucoup de mes amis, d'ailleurs il y a un personnage qui s'appelle X qui, voilà, comme une ritournelle, répète souvent qu'il devrait partir pour voir autre chose, qu'ici il n'y a rien à faire, ce genre de choses. Et je voyais donc un rejet verbalisé, mais en acte, une adhésion très forte parce que les garçons qui tenaient ces discours-là restaient là. Et donc, je me suis posé la question de me dire, mais quand il parle comme ça, est-ce que c'est vraiment lui qui parle? Ou est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'injonction sociale qui prendrait pour évident le fait de quitter ces endroits-là, alors que la richesse qu'on a ailleurs, on perd peut-être quelque chose d'ici, mais qu'est-ce qu'on a ici comme richesse? Et je crois que Jonas, c'est un peu un garçon qui, à force de se refuser à voir plus loin, essaye de trouver dans sa propre vie les raisons de l'aimer. Donc, ça le rend contemplatif, il est proche de la nature, il est très observateur, mais en même temps, je ne l'ai pas écrit ça comme pour prescrire cette manière d'être au monde, parce que je laisserai toujours ouvert la possibilité que chez Jonas, ce soit une sorte d'alibi. Il y a encore quelque chose qui n'est pas choisi là, on ne le choisit pas, mais simplement on fait avec les moyens qu'on a. Et ce lieu dans lequel j'ai grandi, c'est un microcosme. C'est vraiment tel que dit dans le livre, pas assez près de la ville pour être urbain, pas assez dans la campagne pour être rural. Donc, on n'est pas l'un, on n'est pas l'autre, mais qu'est-ce qu'on est alors? On est nous ici. Donc, il peut y avoir un phénomène de retranchement. Et ça, c'est quelque chose que je constatais, parce qu'aussi, quand je suis allé à Paris, tout le monde voyait comme évident que je vienne m'y installer, alors que moi, j'avais toujours ce plaisir de revenir. Et alors que j'avais le plaisir de revenir, j'entendais les autres me dire, mais ils ne me le disaient pas comme ça, mais dans leur discours, je les entendais me dire, pourquoi tu reviens là, toi? Toi, tu as eu la chance de... Qu'est-ce que tu viens foutre là, toi? Et donc... ouais, pardon. Non. J'ai fini. Ce que je trouve très intéressant, effectivement, c'est d'abord cette ambivalence qui reste tout le long, mais aussi... en fait, on n'est pas non plus, c'est pas un roman justement sur la banlieue, c'est vraiment une petite ville et finalement, c'est une petite ville moyenne comme il y en a plein en fait. Et souvent dans la littérature, mais aussi dans les médias, je dirais, soit on a les grandes villes, les grandes métropoles, ou alors on a les cités, les endroits un peu chauds. Et là, tout d'un coup, en fait, finalement, c'est la France de la majorité en fait. Et ça, j'ai trouvé assez intéressant. Il y avait quand même un regard finalement sur juste une espèce de normalité et avec toutes les ambivalences qui sont liées. Et là, je me demandais peut-être, vu d'Allemagne, Holger ou Sabine, est-ce que vous avez l'impression en lisant ça de voir quelque chose qui est... est-ce que vous dites ça pourrait se passer dans une petite ville en Allemagne, ce serait la même chose, ou bien ça vous semble quand même aussi très français ou ça... Ich finde es nicht typisch französisch. Ich finde es tatsächlich typisch für einen bestimmten Typ von Städten. Also wir leben 25 Kilometer von Heidelberg weg in ein Dorf, 2.500 Einwohner, das scheinbar noch ländlich ist, aber in Wirklichkeit besteht es auch nur aus Einfamilienhaussiedlungen. Der Dorfkern, das sind 400 Leute. Der Rest sind 60er-Jahre-Siedlungen, 70er-Jahre-Siedlungen. Alle 10, 15 Jahre wird ein Baugebiet ausgewiesen und dann kommt so eine Einfamilienhaussiedlung dazu. Was wir nicht haben, sind Hochhäuser, aber wir haben nebenan
10 Kilometer entfernt, Sinsheim, 35.000 Einwohner. Das ist ähnlich wie, weiß nicht, Meaux, Melun, Nemours, wie es viele Städte in Frankreich auch gibt. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie die Jungs da drauf sind, wenn ich nach Sinsheim, wenn ich da durchfahre und die dann so am Straßenrand stehen sehe mit ihren Motorrädern oder Mopeds oder vor irgendwelchen Diskotheken rumlungern sehe, dann habe ich sofort das Gefühl, die sind genauso drauf. Ich möchte auch noch was dazu sagen. Was ich auch sehr interessant fand, wegen diesem Setting, das dieser Roman hat, wir schlagen uns ja immer mit dem Problem rum, wie erreicht man die Jugendlichen, die zum Beispiel in die rechte Szene abdriften und so. Und in den Blick kommt überhaupt nicht dieser Mikrokosmos, in dem solche Leute eigentlich leben, zum Beispiel auch in Ostdeutschland und auch hier bei uns. Man blickt es sehr leicht von außen mit irgendwelchen, die Studien, die Analysen und so, gucken eigentlich gar nicht in diese Städte hinein. Wenn ich zurückkomme in meinen Heimatort, habe ich mich immer wieder gefragt, ich bin viel rumgekommen in der Welt, warum sind denn die immer noch hier? Die sind noch hier. Und das hat mich wirklich bewegt und das hat mich bei meinen Kindern genauso bewegt, als ich festgestellt habe, dass deren Freunde zum Teil einfach nicht weggehen. Und ja, das war wirklich eine Frage, die ich auch nirgendwo in der Literatur gefunden habe. Man geht so, wie David das sagt, einfach immer davon aus, ja klar, man muss da weg. Ja klar, wenn man dort bleibt, ist man halt Hinterwäldler. Aber das trifft die Sache einfach nicht. Und das ist toll. Haben Sie toll gemacht in dem Roman, diese Szene, also dieses Eigenleben dieser Gruppe darzustellen. Das ist ja tatsächlich oft so in der Literatur, sind es entweder Großstädte und ihre Vorstädte oder aber dann ist es das Land. Das kommt auch häufig in der Literatur. Das ist das Landleben. Wir haben gerade in Deutschland eine richtige Welle von Literatur, die sich mit dem Landleben beschäftigt. Aber dieses Dazwischen, das ist selten beleuchtet. Und das ist wirklich oft so der Fall. Und wir haben das, ich kann das an mir sagen, ich bin seit Jahren nicht mehr in meiner Heimatstadt. Das ist Ludwigsburg. Das ist auch eine Stadt mit 80.000 Einwohnern, die in der Nähe von Stuttgart ist. Das ist schon sehr, sehr viel näher. Es ist schon Speckgürtel. Aber ich habe überhaupt keinen Kontakt mehr dahin. Während ich aber weiß gleichzeitig, dass von meinen Mitschülern ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar noch mehr, immer dort geblieben sind. Die haben sich nie wegbewegt. Die sind dort, auch wenn sie Abitur gemacht haben, auch wenn sie vielleicht in Stuttgart oder Tübingen studiert haben, sie sind immer dort geblieben. Und für mich ist das ganz seltsam, ne? Dass man irgendwie so verhaftet ist in einer gewissen Umgebung. Andererseits ist es eine Umgebung, die den gerade so jungen Leuten das Gefühl gibt, glaube ich, von einer gewissen Geborgenheit, von Abläufen, die sie gewohnt sind, von etwas, wo sie sich einfach schlichtweg wohlfühlen. Und das merkt man auch bei den Homies, bei David. Die Jungs, die fühlen sich eigentlich so ganz wohl untereinander. Das kann zwar eine Wohligkeit sein, die sie auch gleichzeitig ein bisschen lähmt und hindert, aber es ist eben Wohlsein. Oui, je propose d'ailleurs qu'on lise le deuxième extrait pour faire un peu connaissance avec Jonas et voir un petit peu qui est ce personnage dont on a déjà dit un certain nombre de choses. Donc là, lecture en français par David Lopez. Ça se passe à la salle de boxe. Comment ça, ce qu'on fait maintenant? C'est pas à vous d'en décider? Il parle moins fort tout à coup. Il approche son visage si c'était possible et il me dit « Jonas, moi, j'avais des projets pour toi, mais tu ne me facilites pas la vie. » Je ne dis rien. Le vieux, il en a formé des boxeurs depuis 40 ans. Ça fait un bail déjà qu'il n'a pas eu de professionnel. Depuis Polo, qui vient mettre les gants de temps en temps. C'était il y a 10 ans. Il a vieilli, le vieux. Il continue parce que s'il arrête, il en meurt. On se regarde. Il prend un air grave. Ça me met mal à l'aise. Et il me demande « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» en claquant son poing fermé sur ma poitrine. Je sais qu'il voudrait m'entendre dire que je veux me reprendre en main, retrouver le niveau que j'avais quand j'ai eu l'opportunité de passer pro l'année dernière, juste avant que je commence à m'éloigner de la salle. Il veut m'entendre dire que je reviens pour de bon, que j'arrête de jouer les gagne-petits. Il répète sa question, plus ferme encore. « Qu'est-ce que tu veux ?» La corde, je finis par dire. Je veux sauter à la corde. Dans le vestiaire, je salue les gars en train de se préparer.
Cyril et Virgile. La pièce n'est pas très grande. 2 banquettes de faux cuir, à gauche et à droite, avec des porte-manteaux au-dessus. Un seul chiotte. 2 pauvres douches qui nous obligent à attendre notre tour, parfois. Au fond, le sauna, ce cube de bois où la promiscuité est la règle. Et puis en face de lui, le vestiaire des filles, renfoncement exigu dans lequel à 3, on commence déjà à se marcher dessus. Pour leur intimité, on a installé une tringle sans trouver mieux qu'un rideau de douche. Je m'installe à ma place, celle qui reste libre jusqu'à ce qu'on ait la certitude que je ne vais pas venir. J'étais assis là le jour où M. Pirot m'a bandé les mains pour la première fois. Ce jour-là, j'ai compris qu'il n'était pas du tout en colère, mais qu'en réalité, il ne savait pas expliquer quelque chose sans avoir l'air énervé. Ça l'avait fait sourire quand je lui avais fait la remarque. On utilise un ancien modèle de balance à cran avec une barre horizontale le long de laquelle on déplace des poids. Ça fait des tic-tic-tic quand on les bouge. Monsieur Pirot voudrait me voir en poids moyen. Il me trouve trop maigre. Il aimerait que je m'étoffe physiquement. En déplaçant l'écran sur la barre horizontale, je soupire. Et Farid, qui passe par là, dit que c'est normal que Jonas ne puisse pas prendre de poids avec tous les bédos qu'il fume. Je m'assure que Monsieur Pirot ne l'entend pas dire ça. Il aime bien chambrer, Farid. Il a une grande gueule. S'il n'était pas drôle, j'aurais envie de lui en mettre une. C'est lui qui m'a donné mon surnom, 2 rounds et demi. Parce que je n'ai jamais le coffre pour être bon dans le dernier round. Toujours à l'arrache, les fins de combat. Quand j'ai assez bien géré pour avoir de l'avance, ça va. Mais quand c'est plus serré, c'est une autre histoire. En descendant de la balance, je dis 67,5 et Farid l'écrit sur le cahier. Faut que tu prennes 5 kilos, dit le vieux, qui m'a entendu. Moi, je dis que je suis bien à ce poids-là, c'est moins d'effort. Et lui, il dit non, tu manques de frappe. Je hausse les épaules. De toute façon, je ne cherche jamais vraiment à frapper. De toute façon, je ne cherche jamais vraiment à frapper fort, moi. Je ne suis pas un cogneur. Je fais plutôt dans l'escrime, l'évitement, la fuite. Alors, ce n'est pas plus mal si je suis léger. Mais lui, il ne veut pas en entendre parler. L'idée, c'est de devenir plus fort. Il faut aimer ça, souffrir. Vous avez entendu pas ça? Et ce qui est super avec cet extrait, je trouve, c'est qu'on voit très bien effectivement le personnage. On a déjà dit un certain nombre de choses et sur cette, c'est à la fois cette espèce de fantasme de rester léger, surtout pas peser trop, avoir sa petite place tranquille et puis ne peut-être pas aller au bout de ses combats. Ce que je trouve intéressant, c'est pas seulement Jonas qui est comme ça. Finalement, il y a pas mal de personnages dans le roman qui ont la même attitude, que ce soit son père ou certains de ses amis. Et je crois il y a à propos de Poto, à un moment, il dit réussir, c'est trahir. Hein. Oui. Et ça, je trouve c'est assez fort parce qu'au final, effectivement, on voit bien qu'il reste cette ambivalence quand même d'un certain confort et en même temps, partir, tenter autre chose, non seulement c'est prendre des risques pour soi, mais c'est peut-être aussi laisser les autres. Oui, il y a de ça. Et puis, il y a la dimension d'être tellement identifié à un territoire parce qu'on aurait intégré l'idée qu'on ne veut pas de nous ailleurs. Hein, il y a aussi de ça. Que la question de l'intégrité, elle se résume beaucoup à la fidélité finalement. Donc, lui, Poto, justement, il fait du rap et ça m'a été inspiré. J'ai moi-même fait du rap avec des amis, tout ça, mais il y avait un groupe dans ma ville qui avait une éthique du maquisard, mais extrême. C'est-à-dire que pour eux, proposer, à l'époque, on rappait sur des cassettes, proposer ça à une radio, même vouloir faire des concerts, pour eux, c'était une forme d'obscénité. C'était une manière de vouloir se faire aimer des autres. Et comme ils avaient intégré l'idée que de toute façon, personne ne voulait d'eux, bah, leur meilleur moyen de répondre à ça, c'était la planque, en fait. Donc, dans le réussir, c'est trahir, il y a cette idée qu'on ne réussit pas sans se transformer, sans piétiner ses valeurs. Mais je l'entends aussi comme une manière comme un alibi, quoi, comme une excuse. Donc, moi, je voulais toujours être dans l'ambivalence à ce niveau-là. Donc, réussir, c'est trahir, c'est pas un propos que je porte comme un étendard, mais ça renseigne beaucoup sur la manière dont les choses sont intériorisées. Et alors, est-ce qu'on peut dire que le titre, c'est la même chose? J'aimerais bien qu'on parle du titre dans les deux langues. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Est-ce que ce titre Fief, il garde aussi cette ambivalence, quelque chose qui protège et en même temps peut-être qui enferme ou qu'est-ce que c'était je vais me permettre de parler 2 minutes de la genèse du titre. C'est que tout le long de son écriture, Fief ne s'est pas appelé Fief. Fief s'appelait Aquarium. Donc, l'idée de l'aquarium, c'est donc tourner en rond et voir toujours le même décor.
mais aussi c'est une expression du français parmi les fumeurs de joint pour désigner une pièce qu'on remplit de fumée. Voilà, on ferme toutes les fenêtres, on remplit de fumée, on appelle ça un aquarium. Pour des raisons juridiques, on n'a pas pu l'appeler comme ça, parce que il y avait un Américain qui s'appelle David Vann qui a sorti un livre qui s'appelle Aquarium, donc c'était indépassable. Mais j'avais un chapitre qui aujourd'hui s'appelle Baromètre sur les jeux d'enfance indexés par les saisons, qui s'appelait Fief, pour une raison très simple. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle Le Fief. Et c'est pas un surnom qu'on lui a donné, c'est son nom officiel. Mon adresse complète à l'époque, il y avait Le Fief dedans. Et donc j'étais réticent à l'idée d'appeler le livre comme ça, parce que j'avais peur d'envoyer un mauvais signal finalement à un tout petit groupe de personnes, comme quoi je faisais simplement la chronique de la vie dans ce lotissement. Alors même que finalement, pour moi, le livre porte d'autant mieux son nom, parce que dans Fief, je dirais que à l'issue du premier chapitre, Aquarium, le titre a déjà vécu, quoi. On a déjà compris où on voulait en venir. Et alors que Fief, il existe plus longtemps dans la lecture parce qu'il porte plus de dimensions du texte, et notamment deux choses très importantes, le territoire et l'appartenance. Parce que le Fief, c'est le plus petit, c'est vraiment le plus petit territoire, quoi. Moi, je suis du Fief, puis de Nemours, puis de Seine-et-Marne, Île-de-France, France, Europe. Mais voilà, le Fief, c'est le lieu source, en fait. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et oui, pour moi, il y a énormément de dimensions du texte qui rentrent dedans et qui racontent le texte à lui seul, quoi. Alors, ce qui est très frappant, c'est évidemment, bon, Fief en allemand, c'était compliqué, j'imagine, mais Ouais. vous avez fait un choix, Aus der Deckung, qui va presque dans une direction, ça pourrait sembler opposée finalement. Pourquoi le choix de ce titre en allemand? Je veux bien qu'on m'éclaire, moi, sur wir la müssen erst signification. mal dazu sagen, ja, die Erklärung für den deutschen Titel ist relativ einfach. Alle deutschen Verlage behalten sich in ihren Lizenzverträgen mit französischen oder englischen oder anderen Verlagen vor, die Titel selber zu wählen und zu finden. Bei der Titelwahl spielt häufig nicht nur der Verlag, der Lektor oder der Verleger eine Rolle, da spielen Vertreter, Vertrieb eine Rolle und alle diskutieren über die Titel und dann kommt irgendwas raus. Der Vorschlag Aus der Deckung kam am Ende von der Lektorin und wir fanden den auch nicht schlecht. Also wir finden, der passt gut zu dem Buch. Die Jungs, die kommen eigentlich alle nicht aus der Deckung, aber der Titel Aus der Deckung passt trotzdem in gewisser Weise. Aber ich lese mal kurz vor, oder ich lese es, und ich sage noch kurz was zu unseren Vorschlägen, die wir so zunächst mal hatten. Einer der weitgehendsten Vorschläge war Agglo. Das ist die Abkürzung von Agglomération urbaine, kennen die Franzosen sehr gut, kennen aber auch die Schweizer alle gut, weil die haben das eingedeutscht. Allerdings ist Agglo bei uns höchstens im süddeutschen Raum bekannt und der Rest von Deutschland, der kann mit Agglo leider nicht allzu viel anfangen. Also wurde das auch sehr schnell wieder verworfen und auch im Verlag abgelehnt. Und dann hatten wir eigentlich eine Übersetzung, die uns ja, sehr, sehr gut erschien, nämlich Hood. Das Wort Hood kommt auch in unserer Übersetzung vor. Das ist die Abkürzung von Neighborhood aus dem Englischen und ist ein Slang-Ausdruck, der bei uns in der Jugendsprache durchaus gang und gäbe ist. Und um zu sagen, was Hood ausdrückt, können wir David Lopez zitieren. Er hat nämlich in einem Blog-Interview, das wir gelesen haben und das uns auch auf die Idee von Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Fief, c'est la chose à soi, là où on est chez soi, auprès des siens. C'est très territorial au début, mais ça évolue vers quelque chose de très mental. Ich lese es nachher auf Deutsch, wir haben auch eine deutsche Übersetzung. Mais ça évolue vers quelque chose de très mental, relatif à une intériorité. Les personnages ont cette manière de vivre entre eux parce que ça les rassure. Ils se sentent proches auprès des leurs, puis finissent par sortir de cet isolement dans lequel ils se sentent pris au piège. Le Fief, c'est leur refuge, un refuge mental. Also auf Deutsch so ungefähr,
Gut ist das eigene, der Ort, wo man zu Hause ist, unter sich. Zunächst bezeichnet es also die Heimat, doch es entwickelt sich zu etwas Mentalem, das in Bezug zum eigenen Innenleben steht. Die Romanfiguren leben auf ihre Art und Weise, weil ihnen das Selbstsicherheit gibt. Unter sich fühlen sie sich geborgen, doch am Ende kommen sie aus ihrer Isolation, in der sie sich gefangen fühlen. Nicht heraus. Nicht heraus, genau. Es wäre, finde ich, ein schöner Titel gewesen, aber auch da hat der Verlag dann gesagt, das ist uns doch zu sehr speziell auf eine Jugendgruppe fokussiert. Und wir wollen ja nicht nur jugendliche Leser ansprechen, sondern wir wollen alle Leser ansprechen. Und so ist auch der Vorschlag Hood relativ schnell vom Tisch gewesen. Leider, ja. Alors, on a beaucoup parlé du contenu et je vois le temps qui passe et je me dis on peut quand même pas parler de ce livre en parlant seulement de ces thèmes parce que ce qui est vraiment frappant, je trouve, c'est aussi une langue et une écriture et finalement avec un bon thème, on peut faire un très bon livre, mais on peut aussi faire un mauvais livre, donc ça suffit pas. Et ce qui est très frappant, je trouve, dans Fief, c'est effectivement une écriture qui à la fois a quelque chose de très direct qu'on reçoit tout de suite, très immédiate. Je dirais un peu rapidement pour avoir l'impression que ça sort comme ça. Et en fait, on voit bien que c'est extrêmement travaillé avec deux choses qui me semblent très saillantes. D'une part, des descriptions qui sont finalement toujours très techniques, très objectives, très détaillées, et on va raconter avec la même attention un entraînement de boxe, une partie de cartes, comment on se roule un joint, comment on fait un cunilingus, tout ça est exprimé de manière extrêmement détaillée, zarlich on dirait en allemand, très concrète, et puis avec beaucoup de termes techniques, tout ça, on y est vraiment dedans. Et en même temps, c'est avec une espèce de distance aussi, parce que quand on se cache derrière la technique, on laisse aussi il y a un petit recul peut-être par rapport à l'émotion. Donc ça, je trouve très intéressant. Et puis, ça alterne avec des parties de paroles rapportées qui sont pour le coup très vivantes. Et on a une impression d'oralité et en même temps qui est aussi très écrite. Donc, avant qu'on lise un deuxième extrait, peut-être déjà sur ce premier aspect, ces descriptions comme ça qui sont très fines, très précises. Est-ce que c'est comme ça que vous regardez le réel? Est-ce que c'était un parti pris aussi par rapport à ces parties plutôt de paroles rapportées, d'avoir un contraste aussi? Moi, j'ai un rapport très précis à tout ce qui est gestuel. Là, justement, j'ai écrit un texte dans un ouvrage collectif sur les recettes de nos mères et je racontais à quel point j'étais complètement pris au dépourvu par le côté instinctif de ma mère qui me donne non pas des quantités, des proportions précises, mais qui me dit un peu de cumin, tu mets le chorizo bientôt, pas trop longtemps. Et moi, je peux pas, moi mon cerveau, il sait pas. Non, mais il faut 3 centilitres ou 3 centilitres 5. Quoi. Donc, moi, si on me demande mon chemin dans la rue, je vais dire, vous allez marcher 54 mètres dans cette direction. Le revêtement va être... Enfin, voilà, j'ai un rapport extrêmement technique. J'ai été prof de boxe pendant des années. Et effectivement, la boxe, il y a une gestuelle, une mécanique, quelque chose d'un geste qui va un petit peu empiéter sur l'autre, mais qui dépend complètement de l'autre. Enfin, et en fait, la décomposition, ça me fascine, quoi. Donc, je regarde tous les faits et gestes des uns et des autres. Quelqu'un qui réalise une tâche, je suis fasciné par ça. Donc, je crois que j'ai un petit peu reversé de ma propre lubie dans le texte. Et en même temps, c'était très utile pour raconter quelque chose de Jonas. On ne peut pas dire que c'est totalement un étranger pour moi, ce garçon, ça c'est sûr. Mais maintenant, je voulais quand même qu'il y ait chez lui cette espèce d'attention perpétuelle à ce qui est en train de se passer, quitte à étirer le temps pour ne jamais avoir à envisager l'après, quoi. Donc, je voulais que ce soit quelque chose qui se répercute un peu à tous les endroits du texte, même si je pense que d'abord, ça procède d'une obsession que j'ai et que, du coup, elle trouvait matière à se répercuter dans la psychologie de Jonas. Alors après, pardon. Non, pardon, peut-être sur les dialogues ou sur... En fait, je me disais, on va peut-être en parler après. Le mieux, ça serait d'écouter l'extrait d'abord. Bien sûr, bien sûr. Ça, après, oui, bien sûr. Le public se rend mieux compte. Oui. Donc, David en français. Ah oui, et ensuite, la deuxième partie en allemand. C'est bien ça? C'est ça, c'est donc sur la chatte à Voltaire. C'est ça, et oui, et donc juste pour c'est extrait d'un chapitre dont là aussi il y aurait plein de choses à discuter sur la traduction. Le titre en français est Sur la chatte à Voltaire, très pudiquement traduit en allemand par Seinen Garten mit Voltaire bestellen, mais
sais pas si on aura le temps d'en discuter, mais ça serait intéressant. Ce qui veut dire, pardon. C'est, comment c'est dans le texte français, c'est s'occuper de son jardin avec Voltaire. Ok, d'accord. Voilà. Très bien, ça me paraît très bien. Alors, je reviens m'installer près de Poto tout en lui demandant où est X. Il me répond qu'il jardine. Sur le coup, je me demande si c'est une blague ou une manière de me dire qu'il est avec une meuf à l'étage, alors je ne dis rien et je rigole comme un mec qui n'a pas compris. La table est jonchée de bouteilles vides et de cendriers pleins. Il y a de la cendre un peu partout et des brins de tabac tombés de joints en train d'être roulés. Disséminés ça et là, des jeux de grattage perdants, des boîtiers de CD et de jeux vidéo sur lesquels on roule, une matraque télescopique. Une porte-fenêtre donne sur une véranda qui elle-même débouche sur un jardin. D'ici, on voit que la nuit est très sombre. De cette noirceur surgit X, visage fermé qui s'illumine en me voyant. « Ah, t'es là, toi ? Excuse, je pouvais pas t'ouvrir, j'étais occupé. Ça va ou quoi ?» Je me lève et on se fait la bise. « Qu'est-ce que tu fous ?» je lui dis. « Bah, je m'occupe de mes plantes. Viens, je vais te montrer. » On commence à se diriger vers l'extérieur quand il dit « Attends ». Et il se dirige vers le mec que je ne connais pas, mais qui porte un collier de barbe et vient de s'allumer un joint. Il lui prend des mains, tire une grosse latte, et pendant que le type est en train de lui dire « Putain, X, t'es un bâtard, gros, je viens de l'allumer, c'est mon premier de la journée » et d'autres trucs dans le genre, X sort un morceau de sa poche, le jette sur la table devant lui et dit « Tiens, roule et casse pas les couilles. » On passe la véranda, un store cassé pend du haut de la vitre jusqu'à toucher le sol, et on arrive dehors où une petite terrasse précède un jardin tout en longueur. Derrière, c'est comme devant. Ce Romain est soit une feignasse, soit un putain d'amoureux de la nature. Sur la gauche, là où se dirige X, un espace semble pourtant aménagé. Il a construit un cabanon aux parois grillagées qui contient un buisson. Il attrape l'extrémité d'une branche passée à travers le grillage. « Regarde-moi ça », il dit, et je vois une grosse tête d'herbe bien compacte, dense et grasse au toucher. On dirait un mini sapin de Noël. Je fais « Oh putain !» et lui, il se met à rire. Il est tout excité. Il commence à m'expliquer des trucs sur la floraison, les branches, les boutures, les engrais. Dans ce qu'il dit, il y a le mot « compact » qui ressort souvent, et il insiste bien dessus. Il ajoute qu'il lui parle à sa plante. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas venir m'ouvrir. On reste un peu dehors à contempler le buisson. Il dit que ce n'est pas pour faire un billet, que c'est pour nous. Je dis c'est cool, et je lui demande si je peux tirer une latte sur le joint qu'il a subtilisé. Chargé le spliff. Et c'est qui ce Romain alors, je demande. C'est un pote de Poto au départ. Il vit seul dans cette maison depuis que ses parents sont morts. On ne sait pas de quoi, simplement que c'est arrivé l'année dernière. Je dis merde. Et ça ne le gêne pas que tu plantes chez lui? Il dit non, lui il est content. J'avoue, je profite un peu, mais je vais le mettre bien. C'est un bon gars, le petit. Je hoche la tête. X, ce n'est pas le genre à profiter des gens. C'est pas comme un tel. Et toi, ça va, jeune man? Il répond gros, toujours la même merde. J'ai envie de me casser, voir autre chose. Je te jure, j'en peux plus. Mais bon, que veux-tu? Je dis ouais dans un soupir et il jette la fin du joint par terre. Miskin joue toujours à la console, avec Romain cette fois. Il tire un coup franc sur le poteau. Nique sa mère, le jeu veut pas que je marque, il dit. Poto, Habib et l'autre mec au collier de barbe jouent aux cartes. Vu l'absence de pioche et le nombre de cartes qu'ils ont dans les mains, j'en conclus que je ne connais pas ce jeu. X se place derrière Poto et dans un rire, il dit « Hé Poto, pourquoi t'as un 8, un 2, une dame, un valet, un 7 et un 5 ?» Moi, je rigole pendant que Poto s'emporte. « Vas-y, X, t'es relou là. » Et Habib dit « Ah bon, t'as pas droit? Bah tiens, tu joues pas. » Et tandis qu'il en pose un au milieu. On rigole tous, sauf Poto qui demande à recommencer la partie et qui s'énerve contre X en lui disant que c'est un galérien et que s'il se fait chier, il a qu'à jouer à la console avec Miskin ou aller parler avec des arbres, wesh. Et moi, pendant ce temps-là, je me dis que décidément, je ne connais pas ce jeu. X écrit des messages sur son téléphone et moi, j'effrite mon shit. Je les regarde jouer. Ils ne font que de s'embrouiller. Poto accuse sans cesse Habib de cacher des cartes sous son coude. Et l'autre, au collier de barbe, les rappelle à l'ordre en menaçant d'arrêter de jouer, ce qui lui vaut à chaque fois un ferme ta gueule de la part de Poto, qui s'empresse d'adresser un nouveau reproche à Habib, qui lui répond qu'il abuse de l'accuser comme ça tout le temps. Et lorsqu'il se retrouve dans l'impossibilité de jouer et qu'il doit ramasser le tableau pour l'ajouter à son jeu, Poto crie au scandale. Et puis il monte en pression tout seul. Il dit qu'il s'en bat les couilles. Vas-y, vous êtes des bouffons de toute façon, ça sert à rien de jouer avec vous, sérieux. Sérieux, vous avez quoi ce soir à me casser les couilles comme ça, là, jusqu'à se lever et balancer son jeu sur la table. Habib lui demande s'il est sérieux là, et Poto s'allume une clope en rigolant. Arrivé près de l'écran, il annonce à Miskin qu'il va lui mettre une pilule à la console. Je passe le mélange dans la feuille. Habib propose un poker à 20 balles, mais personne n'est chaud. X se rappelle qu'il avait des tickets à gratter, en sort 3 de sa poche, en gratte 2 qui sont perdants.
Habib dit, gros, le dernier, tu vas gagner. Je parie, il y a 10 000 euros dessus. Et X répond, ah ouais, bah, je te le vends 100 euros. Et Habib, direct, il dit, vas-y, je te l'achète, la vie de ma mère. Et ça commence à s'exciter autour. Moi, je rigole. Tout le monde se met à gueuler dans tous les sens. Poto dit à Habib qu'il ne peut plus reculer, qu'il a juré sur la vie de sa mère. X lui dit, vas-y, donne-moi ma thune. Miskin a quitté son jeu pour venir le traiter de bouffon. Et Habib, il ne sait plus où se mettre. Il dit, mais non, je rigolais, t'es un ouf. Et puis, il y a Romain qui s'approche aussi, qui retourne le truc en disant, mais tu sais pas, ça se trouve, il y a vraiment 10 000 euros sur le ticket. Et vas-y, qu'ils se mettent tous à mettre la pression sur X, qui en arriverait presque à hésiter. Alors, j'hésite à demander tout de suite aux traducteurs comment ils ont fait, ou alors laisser d'abord lire la suite peut-être. Moi aussi, je suis curieux. Peut-être d'abord la deuxième partie en allemand, et après on peut peut-être reparler de tous ces défis, autant pour l'auteur que pour les traducteurs. Ja, es geht im gleichen Kapitel weiter, allerdings 8 Seiten später. Die Gangster am Couchtisch haben ihr Gespräch offenbar beendet. Untel verkündet, er gehe jetzt. Er schaut Romain an und sagt, Digga, das ist voll die Unordnung bei dir. Schon einmal erlebt, dass eine Perle auf dem Absatz kehrt gemacht hat und davongerannt ist? Er ist der Einzige, der lacht. Dann bietet er Romain noch einmal an, er könne im Garten Geräte besorgen, was mich zum Lachen bringt. Typisch Untel, hat immer was in petto. Wenn er ein paar Sneakers anbietet, begreife ich das noch. Aber das letzte Mal hatte er elektrische Gitarren. Und jetzt redet er von einer Heckenschere, die er nicht an den Mann bringt und deren Vorteile er auf eine Art anpreist, dass Romain glauben muss, er habe es mit einem Vertreter für Gartengeräte zu tun. Apropos Garten, jetzt wird er neugierig, wie der hintere Teil aussieht. Und er geht zur Verandatür hinaus, gefolgt von Lahuis, der schon Witze reißt, wie man hier Survival-Training machen könnte. X und ich wechseln einen Blick, uns beiden ist klar, dass sein Geheimnis aufliegen wird. Und keine 30 Sekunden später ist Untel zurück im Wohnzimmer und wendet sich aufgeregt an Romain. Hey, ist das deins da draußen? Und hallo, schon ist er dabei zu erklären, wie sie den Verkauf organisieren könnten. Und X gleich, mach mal halblang, Untel, das ist mein Gras. Untel bricht in lautes Gelächter aus. Mensch, X, träum ich oder was? Das hätte ich dir nicht zugetraut. Wo X seinen Homies einfach was zukommen lassen will, sieht Untel vor allem die Gelegenheit, schnelles Geld zu machen. Wir könnten bloß einen Teil verkaufen. Er schlägt Miskin vor, aber X will nichts davon hören. Lahuis, der mit einer erloschenen Kippe auf seinem Daumennagel klopft, erhebt sich vom Stuhl und mit dem Gesichtsausdruck eines Typen, der mega stolz auf seinen Gesprächsbeitrag ist, verkündet er, man könne zumindest festhalten, dass dies durchaus eine Möglichkeit sei, seinen Garten zu bestellen. Meine Fresse, sagt Habib. Was quatscht der denn? Sag bloß, du kennst Voltaire nicht, erkundigt sich Lahuis mit gespielter Empörung. Verdammt, Leute, ist keiner von euch aufs Gymnasium gegangen? Seinen Garten bestellen, ist aus Candide. Groschen gefallen? Candide, wendet er sich an Habib. Jep, antwortet er, sagt mir was. Ich glaube, meine Schwester hat das für die Schule gelesen. Volltreffer, sagt Lahuis. Bestimmt hat deine Schwester es in der Schule gelesen. Ist ja auch die einzige aus der Familie, die es zum Abi durchgehalten hat. Was für ein Mistkerl, lacht Habib laut. Na gut, werfe ich ein. Was ist das für eine Geschichte mit dem Garten? Lahuis zündet sich eine Kippe an. Mann, was zündest du dir noch eine Kippe an? Wir gehen, habe ich gesagt, drängt Untel. Klappe, erwidert Lahuis, ohne ihn anzusehen. Also Leute, um es kurz zu machen, Candide ist die Geschichte eines kleinen Spießers, der in einem Schloss mit Hauslehrer aufgewachsen ist. Und der hat ihn in Philosophie und so weiter unterrichtet mit dem Grundgedanken, dass dies die beste aller Welten sei und dass alles zum Besten in ihr stehe. Candide geht es also super. Er führt ein geruhsames Leben. Nur, dass er eines Tages die Tochter des Barons flachlegt, bei dem er lebt. Sie heißt Kunigunde. Meine Fresse, wir sind im 18. Jahrhundert. Deshalb schmeißt man ihn kurzerhand mit ein paar Tritten in den Arsch hinaus und er landet als Outlaw auf der Straße. Von da an lässt der Typ nichts aus. Als Soldat zieht er in den Krieg gegen die Bulgaren. Er geht nach Paraguay, erlebt das genaue Gegenteil, als er El Dorado entdeckt. Doch ich halte es kurz und erspare euch all den Mist, der ihm passiert. Aber ich sag's euch, der Typ legt Leute um. Es gibt ein Erdbeben, sein Lehrer landet am Galgen, er krepiert beinahe, weil ein Arzt ihn bescheißt. Er lässt sich von einem Priester seine Kohle klauen. Er lebt echt in der Scheiße. Es ist unglaublich. Das klingt jetzt etwas durcheinander, aber ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Reihenfolge. Ist bekanntlich lange her, dass ich es gelesen habe. Sehr viel später trifft er dann die Alte wieder, seine Kunigunde. Nur hat sie inzwischen fett was einstecken müssen, weil sie Lepra oder was weiß ich hatte.
Jedenfalls hat die Alte eine völlig zerknautschte Fresse. Ein Gesicht wie ein Cookie, könnte man sagen. Aber Candide ist halt ein gutmütiger Typ. Also schlägt er die Ehe nicht aus. Und dann findet er auch seinen Lehrer wieder, der gar nicht gestorben war, ohne dass man wüsste warum. Und am Ende, nachdem er alle denkbaren Nöte überstanden hat, legt er einen Gemüsegarten an und nun gibt es in seinen Augen nichts anderes mehr. Nur das zählt, der Rest geht ihm am Arsch vorbei. Er zieht an seiner Kippe und der letzte Satz im Buch fällt, als der Lehrer ankommt und grosso modo zu Candide meint, das Leben sei doch bestens. Hätte nämlich Candide nicht all das erlebt, wäre er jetzt nicht da, wo er ist und würde heute keine Radieschen anbauen. Woraufhin Candide erwidert, er habe zwar recht, aber das Wichtigste sei, seinen Garten zu bestellen. Poteau meint daraufhin, er habe so einen Typen gekannt, der alles sausen ließ und Landwirt wurde, aber Lahuys meint, das sei es nicht, worum es wirklich geht. Ehrenwort, Leute. Ihr solltet das Buch lesen, sagt er, und klar, dass wir anfangen herumzualbern wie die Irren. Jep ist gebongt, klaro, worüber Lahuys sich ein wenig empört. Ich meine das ernst, Leute. Ich bin mir sicher, es würde euch nicht schaden. Alors, le temps file, je vois, mais quand même, avant de laisser la parole, peut-être, il y a peut-être des questions du public, mais peut-être juste sur les défis que représente une écriture de ce genre, autant pour l'auteur que pour ses traducteurs. Je ne sais pas si c'est les traducteurs qui commencent ou si c'est l'auteur. Moi, je suis très intéressé par ce que les traducteurs ont à dire, alors je Holger, Sabine, je vous écoute. Mach du mal, Holger. Gut, die Herausforderung besteht eigentlich darin, diesen Lesefluss hinzukriegen. Also das reine Vokabular ist nicht so schwierig. Zum einen gibt es genügend Lexika über Jugendsprache. Alljährlich werden in kleinen Büchern bei den einschlägigen Verlagen wird die Jugend- und Szenesprache durchgekaut. Das Einzige, wo man da aufpassen muss, ist, dass man keine Ausdrücke verwendet, die jemanden zu sehr in Deutschland auf seine Herkunft festlegen. Also wir können keine Wörter verwenden, die aus, was weiß ich, aus den libanesischen Clans in Berlin kommen. Dann wäre die Herkunft zu sehr festgelegt. Die Jungs hier sind eben keine Libanesen aus Berlin, sondern sie leben halt in Frankreich in einer kleinen Stadt. Aber das geht. Das Zweite sind natürlich sehr, sehr viele Redewendungen. Da ist es einfach so, dass wir eine ganze Liste haben mit den Redewendungen, dass es auch ein paar gab, die wir nicht verstanden haben, die wir auch im Internet kaum gefunden haben. Da haben wir David eine kleine Liste geschickt und er hat uns das beantwortet. Und wir haben eine Liste mit Redewendungen aus der Szenesprache, aus dem Deutschen. Ich halte es mal hoch, das sind die Vokabeln und Szenewörter und so, die wir mühsam recherchiert haben, die auch nicht irgendwo in einem Wörterbuch eigentlich zu finden sind, sondern die man aus Kontexten, anderen Büchern, Dingen, die wir im Web über die Sachen gelesen haben, zusammenklaubt. Ja. Und danach ist es einfach so, wir haben keine direkte Übersetzung. Also es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn bei David eine tolle Redewendung, eine lustige oder treffende kommt, dass wir das entsprechende Treffende auf Deutsch hätten. Also manchmal übersetzen wir sie dann eher nur im Inhalt, im Sinn. Und an anderen Stellen, wo er gar keine Redewendung hat, bringen wir eine rein. Was manchmal zu Differenzen führt. Ich komme gleich auf das Beispiel des Kapiteltitels hier. Das ist nämlich so eine Sache ein bisschen. Aber das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, das alles in diesen Sprachfluss rein zu bringen. Und da ist einfach die Angelegenheit, es ist sehr zeitraubend. Man muss jeden Satz, und das sind lange Sätze mit vielen Einschüben, mit wörtlicher Rede, mit indirekter Rede. Das Deutsche hat ja noch die Spezialität, dass wir jeden Satzteil mehr oder weniger beliebig verschieben können und dadurch ändert sich dann ein bisschen die Betonung, der Rhythmus, die Tonalität, auch manchmal der Sinn. Dass es einfach ein Ausprobieren ist. Also es ist immer wieder ein Ausprobieren, den Satz so rumzubauen, ihn so rumzubauen, ihn wieder anders zu bauen, die Satzteile zu verschieben. Da kommt uns auch zugute, dass wir zu zweit sind, weil wir ja so arbeiten, dass jeder den ganzen Text immer bearbeitet und einer macht eine Textgrundlage, dann wird die vom anderen bearbeitet und der tut dann die Sätze umstellen, dann kommt es wieder zurück zum anderen, der
tu die Sätze wieder umstellen. Es ist ziemlich zeitraubend und manchmal auch ein bisschen enervierend, wenn man im Prozess des Satzbaus drinsteckt. Aber bei so einer Literatur ist das Entscheidende überhaupt, ist die Architektur der Sätze. Mhm. Also das ist das, ob der Leser mitgeht oder ob er beim Lesen rausfliegt. Und wenn er beim Lesen rausfliegt, dann hat er die Lektüre nach 30 Seiten beendet. Und das darf nicht passieren. Also es muss einfach ein glatter Text werden, der den Leser mit immer dabei hält. Und das ist irgendwie, es ist auch kein Geheimrezept, aber es gibt auch kein Rezept dazu. Es ist einfach nur an jedem Satz arbeiten und dann auch gucken, dass die Sätze einer nach dem anderen immer gut folgen. Es ist schwierig, das genau zu erläutern, könnte es nur, wenn man tatsächlich wie in einem Seminar mal so einen ganzen Satz auseinander nimmt. Ne? Man so muss auch jetzt sagen, einfach zu erklären, ist schwierig. Der Holger hat jetzt das Technische gesagt, aber auch das Buch. Wir haben Sie, David, in Manosque gesehen. Da haben wir einen Abstecher hingemacht und haben Ihren Auftritt da gesehen. Und dann haben wir Festival Les geguckt, Correspondances. super, das wollen wir übersetzen und haben das Buch durchgeblättert und oh, schwierig. Und was ich sagen will, ist einfach so, dadurch, dass wir zu zweit sind, also man hat auch jemanden, der hört, geht es rhythmisch. Man hat jemanden, der einen korrigiert und auch ein Lektor ist da sehr wichtig. Einfach jede Stimme, die hören kann, ob ein Text liest oder nicht, zählt da. Also das Mimetische, das eigentlich das Übersetzen hat, fällt da ganz, ganz stark ins Gewicht. Und insofern ist es, wir meinen, es ist uns geglückt, aber es war auch für uns, die wir wirklich schwierige Texte in klassischen Französisch übersetzen, eine wirkliche Herausforderung. Und es war auch eine Wette ein bisschen. Wir hatten natürlich das Gefühl, es ist gut, als wir das dann abgegeben haben. Aber man musste das dann auch erst erproben an den Lesern, die wir so kennen und mit denen wir dann gesprochen haben. Also ein Beispiel ist, ich meine, es ist nicht die Sprache unserer Generation, obwohl wir in den 70er, 80er Jahren natürlich auch eine Szene und eine Kiffer und so weiter Sprache haben, aber da hat sich doch, wie beim Dope selber, der heute viel kräftiger, viel intensiver ist wie vor 40 Jahren, hat sich viel verändert. Aber ein bisschen kam uns auch noch dabei zugute, dass wir zwei Kinder haben, die 23 und 25 Jahre alt waren. Und die wir notfalls immer auch befragen konnten. Geht es, sagt ihr das, sagt euch das was, versteht ihr das oder nicht? Das war eigentlich auch noch mit ein bisschen eine Grundlage des Ganzen. Klar, ein Wortschatz oder ein Schatz an Redewendungen kann man sich immer irgendwie erarbeiten. Aber ob man ihn richtig anwendet im Detail, das ist dann immer so ein bisschen eine Frage. Ne? Das darf ja nicht künstlich irgendwie klingen. Also wir haben auch natürlich deutsche Literatur, die mit diesen Mitteln arbeitet, von Feridun Zaimoglu bis was weiß ich. Wir haben mindestens 10 Bücher parallel dazu gelesen, angelesen, durchgeblättert und waren eigentlich erstaunt, wie wenig es deutschen Autorinnen und Autoren so gelingt wie Feridun Zaimoglu. Der hat wirklich eine konzise Sprache durch seine ganzen Bücher. Aber es gibt andere, die mit dieser Jugendsprache Bücher schreiben oder sie verwenden zumindest und da funktioniert es ziemlich schlecht manchmal. Was auch gut ist in dem Buch von David Lotez ist, dass er nicht ständig mit dieser Sprache kommt, sondern dass die so häppchenweise immer wieder mal ein bisschen reinkommt. Aber ansonsten die Erzählung doch auch im relativ klassischen Französisch ist. Es sind immer nur so stellenweise, wo diese Sprache, das Verlan natürlich auch, also die Umkehrung von den Silben, wo das reinkommt. Aber es ist nicht so, dass es ständig kommt. Und dadurch verkraftet es der Leser auch sehr gut. Also ich glaube, dass es auch einem französischen Leser keine Probleme bereitet, das zu lesen. Ça dépend du lecteur français. Ouais. Ça peut dépendre du lecteur. Et du point de vue de l'auteur, pour écrire de cette manière, on voit bien qu'à la fois, il y a une tentative de donner l'impression que c'est immédiat et en même temps, on se doute bien que justement, c'est pas si simple, cette langue orale à l'écrit, c'est beaucoup de défis aussi. Ouais, parce qu'il y a la manière dont ça nous vient à l'esprit. Il y a des moments, il y a des phrases, surtout quand c'est la parole rapportée,
je me suis servi de certains de mes amis qui ont des manières de parler que je trouve intéressantes, en fait. Et donc, parfois, je me dis, tiens, lui, il dirait quoi, là, en fait? Et en fait, c'est aussi le résultat d'une grande immersion. C'est une langue dans laquelle j'ai toujours baigné. Mais effectivement, comme disait Holger, il y a des moments, en fait, où la langue, elle est plus ou moins soutenue et c'est souvent relatif à qui entoure Jonas. Par exemple, dans les scènes avec Vanda, la langue, elle est moins argotique, quoi. Dès que c'est dans la bande de potes, là, tout de suite, même la narration va être empreinte de l'univers dans lequel. Donc, Jonas, c'est tellement quelqu'un qui s'adapte à toutes les situations que bah, même sa langue dans la narration va s'adapter un peu au contexte et avec qui il est. Moi, maintenant, le faire, c'est vrai que dans un premier jet, ça a l'air très facile, oui, très immédiat, comme vous dites, mais pour que ça sonne, il y a des petites choses comme ça et des petites techniques. Moi, notamment, j'utilise beaucoup l'adresse. Comme je mets pas de guillemets en plus, c'est vrai que le simple fait de... Je prends une phrase qui n'est pas dans le livre, mais si je vous raconte que j'étais sur le quai là, de la gare et qu'il y a un mec qui vient et il me dit David, virgule. Bon, bah, il me dit David, virgule. Tout de suite, c'est lui qui va parler, quoi. Donc, ça me permet de jongler entre les passages dans la même phrase, faire du narratif et de la parole rapportée. Après, la justesse du langage parlé, c'est juste parce que j'y baigne, j'écoute énormément, et j'aime trop ça, en fait. J'aime trop ça, en fait. J'adore ça. Je suis un grand auditeur de rap français, et, euh, et en particulier de rap français, parce que j'ai besoin d'avoir une compréhension immédiate, d'être frappé par les phrases, parce qu'au-delà de la phrase, ce qu'elle dit, il y a la manière dont elle est dite. Et moi, les manières de dire, les manières de parler, en fait, ça me fascine. Je voulais même que mes personnages, à un moment donné, soient tous identifiables par leur manière de parler. Et pour le roman que je suis en train d'écrire, c'est à ça que je travaille. Que les manières de parler me fascinent et j'y vois beaucoup de défis d'écriture. Là, je travaille sur un mec qui parle qu'en onomatopée parce que j'ai un pote comme ça qui vous raconte une histoire en disant j'étais là, tac, tac, d'un coup, et là, oh là là, pata, on est parti, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Mais moi, ça me fascine, quoi. Enfin, moi, je comprends parce que j'ai le décodeur. Donc voilà, j'aime beaucoup jouer avec ça et je suis vraiment friand de langue orale, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions du public. En tout cas, pas dans le chat comme ça, mais s'il y a quelqu'un qui voulait poser une question, ça serait le bon moment. Et donc, il est possible de les poser à l'écrit ou de prendre la parole. On en avait une dans les F&A. Alors, il y en a une que je viens de voir arriver là. Comment alliez-vous à la grande ville? Le transport en commun faisait-il partie de votre vie d'adolescent? Alors, la première fois que je suis allé à Paris avec des copains, j'avais 17 ans, on a grimpé la Tour Eiffel. C'est-à-dire que des Japonais seraient venus, ils auraient fait la même chose. Je veux dire, on venait de 100 km de là, et en fait, on était comme des touristes du bout du monde. On est allé voir la Tour Eiffel et on l'a grimpé, quoi. Donc, il y avait les transports en commun. Moi, c'est 1 heure de train, mais c'est un peu onéreux. Pour les bourses qu'on avait, c'était totalement exclu. Donc, malgré la proximité, ça restait quelque chose qui semblait être le bout du monde, mais pas seulement pour sa distance, mais pour ce que ça représentait. C'était tellement quelque chose de grand que bah, nous, on se sentait tout petit, quoi. Et on l'a visité comme des touristes étrangers, quoi. Donc, c'était assez drôle pour l'anecdote. Mais je suis devenu familier de Paris seulement quand j'ai eu à y aller pour les études. Et j'ai encore des amis ou des petits frères de potes là, qui ont 20 et quelques années pour qui ils peuvent vous dire on fait quoi ce week-end? Venez, on va à Paris. Ouais, mais on va faire quoi à Paris? Je sais pas, on va à Paris, quoi. Genre, voilà, on est à Paris, quoi. Donc le mec va se balader dans une rue et juste il est à Paris. Il va même faire une story sur Instagram. Et on voit qu'il est à Paris. On ne sait pas ce qu'il fait. Il a peut-être rien à y faire, mais bon, il est à Paris, quoi. Donc, super, mec. Et tout le monde va le féliciter. Putain, t'es à Paris, quoi. On dirait que c'est le bout du monde. C'est assez incroyable. Quand le 10 ans, ça me fait rire. Alors, une question pour les traducteurs. J'ai un doute si je la lis en allemand ou si je traduis direct, mais je ne sais pas. Bon, je la lis en allemand. Wie oft lesen Sie denn ein Buch, bevor Sie mit einer so anspruchsvollen Übersetzung anfangen?
Wie war der Anfang von der Frage? J'aurais dû la lire en français, je crois. Pardon. Moi, j'ai été très bien traduit. Alors, peut-être je la dis directement en français, c'est peut-être plus facile. J'ai l'impression que ça perturbe si je parle allemand en même temps que la traduction. C'est pas assez. C'est le volume, c'est le volume. Unterschiedlich. Je comprends. Mindestens einmal normalerweise, aber es gab auch schon Einzelfälle, wo wir es Buch gar nicht ganz gelesen hatten, wo wir halt einen Vertrag akzeptiert haben und gesagt haben, klar, machen wir. Und dann hat es irgendwie zeitlich nicht gereicht, das komplett vorher zu lesen. Dann ist es oft auch so, während dem Übersetzen ist man dann meistens eher mit der Lektüre durch, wie natürlich mit dem kompletten Übersetzen. Also wir gehören nicht zu den Übersetzern, die sozusagen, es gibt ja ein paar Übersetzerkollegen von uns, die übersetzen so, dass sie wirklich das gar nicht vorher lesen, dass sie komplett am Text entlang gehen bei dem ersten Übersetzen. Meistens hat man ja mehrere Fassungen, eine Fassung, die man überarbeitet und überarbeitet und überarbeitet. Aber im Normalfall ist es so, dass wir lesen zuerst und uns eine Meinung bilden über einen Text. Es ist ja auch so bei Autoren, die wir sozusagen als, in Anführungszeichen, unsere Autoren sehen, dass wir da schon gespannt sind, wenn das Buch rauskommt oder bevor es überhaupt rauskommt, kriegen wir oft schon die PDFs zugeschickt. Also wir haben oft die Bücher schon, die Presseexemplare gelesen, bevor das Original offiziell erscheint. Und dann fragen uns auch die Lektoren, Lektorinnen, die Verleger, was wir davon halten, was wir meinen. Und so ist es eigentlich heute meistens bei den Büchern, weil die meisten Bücher kommen entweder zu uns, weil wir die Autoren schon übersetzen oder aber zum Teil auch, weil wir immer wieder Vorschläge machen in den Verlagen. Alors, il y a d'autres questions, parce que je vois il y a plusieurs endroits où elles apparaissent. Et donc, une question que j'allais poser aussi, effectivement, David Lopez, est-ce que vous travaillez à un autre livre? Oui. Il ne s'agirait pas de s'arrêter au bout d'un round. Oui, c'est sûr. J'ai quand même été traversé de beaucoup de questions existentielles depuis le succès de Fief. Je dois avouer que je n'étais pas spécialement prêt pour ça, que la récurrence de la question du deuxième livre sonne comme une telle évidence que j'ai eu besoin de la remettre en question, cette évidence en fait. J'ai vraiment eu besoin de me demander si je voulais être écrivain ou si je voulais juste écrire Fief. Dans le fond, la réponse est évidente pour moi, mais j'avais besoin de me questionner vraiment parce que j'avais l'impression qu'on m'envoyait un signal qui était que bon bah ça y est, tu y es, il n'y a plus qu'à quoi. Alors que j'ai obtenu Fief de haute lutte et que les travaux que je mène actuellement me prouvent que ça ne sera jamais autrement. Parce que j'écris beaucoup avant de comprendre sur quoi j'écris. En fait. C'est ça le truc. Je crois que je suis tellement dans un rapport microscopique au texte que le macroscope, c'est-à-dire le sujet, les thématiques, c'est des choses que je constate après coup. Et donc j'ai besoin je veux dire, dans mon format à moi, sur mon ordinateur, Fief fait 190 pages. Ma première version en faisait presque 400. Après, j'ai bouclé une version de 300 pages. Le même chapitrage, la même histoire, tout pareil en fait. Mais par exemple, dans 67.5, 3 pages sur l'articulation de l'épaule. Bon, et donc, je produis beaucoup de déchets. Je produis des premiers jets qui sont extrêmement broussailleux, comme si je voulais tout mettre ce qui me vient à l'esprit pour faire mes choix plus tard, pour pouvoir en isoler les lignes de force et pour être moi-même en fait. Parce que moi, je me relis et des moments, bah, je me fais chier quoi. Genre, je suis là, genre, ouais, non, mais même moi, ça me parle. Même moi, je m'en fous en fait. Donc bon. Ça m'intéresse pas assez pour que j'investisse ça. Donc là, j'ai dû écrire une centaine de pages, facile, 120 pages, et je viens de comprendre où je voulais en venir. Donc je souffre énormément quand j'écris parce que je suis tellement mes enjeux sont purement esthétiques. Donc, en fin de compte, moi, j'ai envie d'avoir l'ambition d'écrire 8 pages sur un café en train de couler et que ce soit bien fait, que ce soit beau et que ça sonne et que je ne perde pas mon lecteur. Mais alors après, oui, mais du coup, quel est le thème, le sujet que tu investis? Je sais pas quoi. Je me suis excusé à plein de moments de ne pas être le chantre de la jeunesse de banlieue périurbaine parce que je venais avec aucune revendication vis-à-vis de ça. Seulement le désir de montrer une réalité, mais sans la juger, sans la préconiser, sans quoi que ce soit. Donc,
Je crois que la question, c'était simplement de savoir si j'écrivais un deuxième livre. Pardon. Oui, j'écris un autre livre que j'ai commencé avant que Fief sorte, mais que j'ai dû mettre complètement entre parenthèses une fois que j'ai été amené à beaucoup rencontrer du monde avec Fief, quoi. Et là, je suis dedans et ça se présente bien, je crois. Fief aussi, c'était une longue histoire quand même. Fief ? Il me semble avoir vu que vous y aviez déjà commencé à y travailler longtemps avant que ça devienne tout à fait ce que j'ai mis du temps surtout, c'est trouver ma voie, quoi. Pardon, je vous ai coupé. Non, c'est... Alors, il y a d'autres questions. Quelqu'un demande, avez-vous écrit ce roman en particulier pour les jeunes et est-ce que vous rencontrez des jeunes pour parler de votre livre et comment réagissent-ils? Alors, je rencontre pas mal de jeunes, j'adore parler de ça avec eux. Je les ai pas ciblés. Moi, j'avais un peu peur d'ailleurs que ce soit pris comme un livre qui s'adresse à un public particulier. Si par jeune, on entend des mineurs, par exemple, en tout cas des gens qui sont au lycée, par exemple, j'ai fait des lectures dans des lycées où j'ai pu me rendre compte qu'il y a certaines choses qui... comment dire? Je crois que quand on est jeune et pour être touché par ce texte, il faut quand même avoir fait un petit peu l'expérience de l'errance, quoi. Parce que c'est vraiment l'âge adulte, ce sont des jeunes adultes. Jonas est un jeune adulte, je l'imagine avoir, je sais pas, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il y a une expérience de l'errance parce qu'il est sorti du schéma où on a des rails. Voilà, de l'école primaire, on passe au collège, du collège, on passe au lycée, en tout cas pour ceux qui ont les parcours les plus standards, quoi. Et, et, euh, et notamment, le texte où il y a une dictée, quand je le lis devant un public adulte, il y a une phrase où où Jonas dit qu'il n'arrive pas à entendre ce que dit la Huisse parce qu'ils sont tous là à parler, à mettre la date en haut à gauche de la feuille. Devant un public adulte, j'ai des rires là. Devant des lycéens, rien. Parce qu'ils le font tous les jours. Donc, il n'y a pas le recul. Et il est là, genre, on s'en fout de son truc, là, de mettre la date. Bah ouais, mais toi, ça te fait pas marrer parce que t'es encore à l'école. Et donc, on s'est rendu compte, moi, je me suis rendu compte que ça parlait d'autant plus à des jeunes adultes qui, mais moi aussi, il y a un moment de ma vie où je savais pas quoi en faire, j'avais du mal à sortir de l'enfance, alors que chez des lycéens notamment, alors la plupart aiment le livre généralement, mais pour certains m'ont dit, vous donnez une vision pessimiste de la jeunesse et de ses possibilités, ou ou alors après on touche à autre chose, mais vous massacrez la langue française parce qu'ils sont dans des clichés romantiques, du bien écrire, et que moi je sais pertinemment que si Jonas ne trouve pas un tel, il va pas dire je ne sais guère où se trouve un tel. Non, non, il va pas dire ça. Il va dire wesh, il est où ce bâtard d'un tel. Voilà ce qu'il va dire. Donc voilà, non, je m'adressais pas spécialement aux jeunes. Je m'adressais pas spécialement aux jeunes, même si ça me plairait qu'ils le lisent en se sentant un peu concernés quand même. Même si pour eux, ça sera par projection plus que par rétrospection. Alors, comment est votre processus d'écriture? Je crois que c'est pour ça que je l'ai un peu abordé tout à l'heure, parce que je crois que j'ai vu apparaître ça. Du coup, c'est rentré dans mon cerveau et j'ai cru que je devais y répondre. Mais beaucoup de souffrance et beaucoup d'écriture, justement, pour me raconter à moi-même ce que doit être ce texte, quoi. Moi, c'est un peu le texte qui me guide. Moi, j'ai vraiment très peur d'avoir d'abord des idées et de rédiger comme un plan de route ou une sorte de cahier des charges. J'ai trop peur de non pas écrire, mais rédiger, ouais. D'être sur des rails, alors même que finalement, pour moi, les plus belles pages de Fief sont des choses que je n'avais pas prévues. C'est des sorties de route. Je suis voyageur à vélo et généralement, quand d'un coup je dis bah tiens, j'avais prévu d'aller là, mais finalement je vais là, il m'arrive toujours une aventure, tiens, parce que tout à coup je me rends disponible à ce que le texte ou le voyage me raconte sa propre histoire. Vous voyez, bon là c'est un peu de la mystique, hein. Je parle de mon texte à la troisième personne comme si je dialogue avec lui, oui je parle tout seul, mais il y a quand même une dimension de ça où parfois c'est lui qui me livre la voie à suivre et que parfois je lui impose des choses dont je sens qu'il les rejette, quoi. Et donc voilà, beaucoup écrire pour comprendre où je veux aller parce que je n'ai pas une idée de départ qui présiderait à la thématique du texte et donc je navigue à vue totalement, un peu comme Jonas. Ouais, voilà.
Il y a un prénom mythique aussi. Qui n'est pas choisi par hasard d'ailleurs. J'imagine. Ouais. Il a eu d'autres prénoms avant ou c'était tout de suite Jonas? Il s'est tout de suite appelé Jonas, tout de suite. Alors, une question d'Ariane. Est-ce que vous avez passé du temps dans d'autres pays ou en tout cas en dehors de Nemours? Ah bah oui. Paris, mais... Ouais. Non, moi je suis un voyageur, moi j'ai vécu un peu au Guatemala, bon, un petit peu, hein. Pas très longtemps, j'ai voyagé en sac à dos, je me suis arrêté là-bas quelques mois. J'ai machette en main, sac à dos, pieds nus. J'ai été au Panama, je me suis fait expulser par l'armée panaméenne parce que j'étais clandestin sur une zone hors couvre-feu occupée par des FARC. Quelle phrase de merde, mais putain, c'est juste pour vous dire que ouais, non, j'ai vécu quelques trucs. Et c'est pour ça que des fois, ça m'emmerde quand il y a des mecs de ma ville qui sont persuadés que j'ai raconté ma vie dans ce livre, alors même que Jonas est une projection de ce que aurait pu être ma vie si à un moment donné je l'avais pas prise en main, quoi. Donc ouais, je me suis pas mal promené, mais j'ai jamais mis les pieds en Allemagne. Et comme je sais que obtenir le prix pourrait être l'occasion, eh bien, maintenant, bon, si un jour il faut venir en Allemagne, prix ou pas prix, je vous rencontrerai tous avec grand plaisir. Et nous aussi. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, ça apparaît à différents endroits. Des fois, je suis un peu perdue. Question pour les traducteurs. Puisque vous traduisez le même texte et que vous pouvez comparer, est-ce qu'on traduit cette langue différemment en tant que femme ou en tant qu'homme? Ah. C'est une bonne question. Ja, ist eine gute Frage, aber eigentlich nein. Also das Problem ist, die Inhalte sind ja dann irgendwie klar. Das Problem ist, den Rhythmus zu finden, und da kommt es dann auf die Musikalität desjenigen an, der irgendwie den Text gerade in der Hand hat. Es kommt darauf an, was er im Ohr hat, was er hört oder so, wie er diesen Text spricht. Ich glaube, das ist nicht irgendwie geschlechtsabhängig. Aber es gibt natürlich Probleme dann, also man hat dann schon zum Beispiel die Liebesszene mit Wanda. Ja, das guckt man vielleicht als Frau schon anders an und hat, ja, da überlegt man halt einfach vielleicht nochmal ein Deut genauer, wie man das übersetzt. Bei der Liebesszene mit Wanda ist ja, was da wunderbar gelungen ist, David, ist, dass das in keinem Satz, in keinem Wort, in keiner Phase dieses Kapitels irgendeinen pornografischen Charakter hat. Und das ist eine große Leistung, weil so explizit in die Sexualität zwischen Mann und Frau einzudringen, insbesondere der Frau, ohne pornografisch zu werden, das ist wirklich ganz starke Leistung. Also ich kenne wenig Literatur, die ähnlichen Szenen arbeitet. Gibt ja auch sehr berühmte, nehmen wir Philip Roth, ist bei Weitem, meines Erachtens, bei Weitem nicht so gut gelungen. Und das ist sogar der Kritik aufgefallen, denn es gibt so eine kleine Leipziger Zeitschrift, die ist gar nicht so bekannt. Die hat eine ganz tolle Rezension geschrieben, sind junge Leute, und die haben explizit genau darauf abgehoben. Aber es gibt natürlich tatsächlich Bücher, wo es wahrscheinlich Unterschiede gibt. Also wir haben mal vor vielen Jahren Katharine Breyer übersetzt. Ja. In einem Text, wo es auch ausschließlich um sexuelles Empfinden eines jungen Mädchens, eines pubertierenden Mädchens geht. Und da waren die Unterschiede schon, würde ich sagen, groß. Und ich würde auch sagen, als Mann hätte ich den Text nie im Leben allein übersetzt. Und wir haben auch Verleger, die sagen, also ich möchte, dass ihr das übersetzt, weil das ist gut, ein Mann und eine Frau. Ja, gibt's auch. Wir machen das jetzt schon so lange, dass wir so die Anteile gar nicht mehr so ganz genau auseinanderhalten können. Wir machen das auch sehr intensiv, weil wir die Texte, einer übersetzt, dann geht es an den anderen, dann kommt es zurück. Das geht manchmal bis zu 5, 6 Mal, je nachdem, wie der Text beschaffen ist. Also das ist so ineinander verwoben, dass wir uns da eigentlich gar nicht mehr genau äußern können. Aber so in den Anfängen, Katharine Breyer und was manche Verleger sagen, ja, das stimmt. Und dann ist es auch so, dass wir sehr, sehr unterschiedlich arbeiten. Ja, also Sabine
in ihrem Büro, ich in meinem. Wir sind räumlich sehr getrennt, obwohl uns eigentlich nur eine Wand teilt. Aber wir müssen im Haus 15 Meter rumlaufen oder 20 Meter rumlaufen, um ins andere Büro zu kommen. Also manchmal kommunizieren wir eher über den Computer oder über das Handy, als dass wir rüberlaufen. Und die Sabine arbeitet still und leise. Also sie hat kein Radio an, keine Musik, kein gar nichts. Sie ist konzentriert auf sich. Bei mir ist es so, dass meistens Musik nebenher läuft und meistens, wir haben ja oft mit Texten zu tun, die vom Rhythmus leben, also wo die Sprache vom Rhythmus lebt. Das ist bei vielen Texten so und ich höre oft Heavy Metal dabei, weil das einen bestimmten Rhythmus bringt oder Techno-Musik, das bringt auch einen bestimmten Rhythmus. Ich bin weniger ein großer Anhänger von Rap, aber jetzt in dem Fall habe ich nebenher immer sehr viel Rap gehört. Ja, wir haben uns viel mit Rap beschäftigt eigentlich da. Aber der Holger hört so laut Musik und so rhythmisch, dass ich den Rhythmus auch immer noch mithöre. Sie hört den Bass hinten. Ich höre immer den Bass. Alors là, je pense que si avec ce qu'on a dit de cette scène de sexe, tout le monde ne va pas tout de suite acheter le livre, c'est incompréhensible. Je suis très touché par les paroles de Sabine et d'Holger sur ce texte qui, même si ça fait 4 ans que le texte a été publié et que voilà, c'est toujours un peu pour moi une pression. C'est un texte pour lequel j'ai beaucoup travaillé. J'avais pas des craintes, mais j'étais très curieux du retour. Et ce que vous en avez dit, ça lui rend bien hommage et j'en suis très heureux. Je vous remercie beaucoup. Wir bedanken uns für den Text. Für uns war das wirklich eine Herausforderung, aber auch eine Freude, sowas zu übersetzen. Ja, es ist nicht nur irgendwie Bauchpinselei, sondern es war was Neues, was anderes. Wir waren explizit auf der Suche in Manosque nach einer neuen Stimme aus Frankreich und waren dann sehr, sehr glücklich von Desseuil zu erfahren, dass die schon in Verhandlungen waren mit Hoffmann und Campe und haben uns dann an Hoffmann und Campe gewandt. Also was ein Verlag ist, für den wir auch schon viel übersetzt haben. Also es war dann ziemlich problemlos. Je peux demander, vous allez à la chasse aux auteurs comme ça dans les festivals en France? Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Also es gab einfach eine Phase 2016, 17, wo ich gedacht habe, wir altern ja mit unseren Autoren oder unsere Autoren mit uns, auch wenn manche jünger sind, aber wir hatten irgendwie das Bedürfnis, wir möchten mal gucken, was in der neuen Literatur kommt. Und dann war das so ein Jahr oder auch die letzten 2, 3 Jahre, da gibt es Stimmen, die einfach was Neues bringen, die auch innerhalb der Strömungen, die so ein bisschen die französische Literatur beherrschen, also die großen Publikumsströmungen, Houellebecq und viele andere auf der einen Seite, auf der anderen Seite die eher literarischen, die so um Desseuil, um Verdier, um bestimmte Verlage sich auch gruppieren, Vertikal etc. Da haben wir einfach das Gefühl gehabt, wir müssen mal gucken, was es da gibt und sind dann sehr, sehr fündig geworden im Prinzip. Also Henri François Désirable zum Beispiel, der, finde ich, ein wunderbares Buch geschrieben hat. Auch jetzt die Adeline Dieudonné, die in 3 Wochen da ist, die haben wir ein Jahr später in Nancy. Da gibt es auch so ein Festival, etwas größer wie Manosque, Le Livre sur le Place, haben wir dort entdeckt und gesehen. Es sind wirklich ganz tolle Bücher und ganz tolle neue Stimmen. Und das macht uns einfach auch irgendwie Spaß, weil das verjüngt uns auch ein Stück. Ja. So. Abgesehen davon, dass in Manosque, das muss man wirklich sagen, dieses Festival Le Correspondance einfach eine wunderbare Atmosphäre ist. Im September ist es nicht mehr ganz so heiß, aber immer noch warm. Alles ist draußen auf den Plätzen, in den Kneipen, in den Cafés. Und, ja, man trifft die Autoren, die kennen einen ja nicht, aber man sieht sie beim Essen, dann sitzt da der Patrick de Ville in der einen Ecke, der Frémy in der anderen und so. Wir kennen die alle von den Bildern, wir haben auch die Bücher zum Teil gelesen. So haben wir auch sie dann immer wieder gesehen, David. Also das ist natürlich schon schön. Also und wir haben nicht so viel Zeit, weil wir haben wirklich viel, viel Arbeit. Aber wir versuchen immer dann, wenn wir nach Frankreich gehen, und so häufig wie wir können, versuchen wir irgendwie so ein Festival daran zu klemmen, weil es macht einen dann auch Mut, weiter zu übersetzen. Also es gibt irgendwie neue Stimmen.
Und es ist eine Art und Weise, in Kontakt zu bleiben. Also es gibt natürlich auch immer wieder Festivals, wo wir halt die Autoren schon gut kennen. Mit manchen sind wir befreundet. Antoine Volodin, der war damals auch in Manosque, oder eben Patrick de Ville, der häufig in Guéret ist bei einem Festival, das dort immer im September stattfindet. In Saint-Malo um Pfingsten herum. Wir schaffen es vielleicht so alle 2 Jahre einmal so ein Festival mitzunehmen. Und das Vordringliche ist einfach ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, was in der französischen Literatur passiert, weil klar, wir können ab und zu ein Magazin literaire kaufen oder früher war es die Quinzaine littéraire, die es jetzt nicht mehr gibt, aber zumindest nicht mehr mit der alten Equipe nicht mehr gibt. Aber wir kommen einfach viel zu wenig dazu, das kontinuierlich zu betreiben. Dann hätten wir keine Zeit mehr zum Übersetzen, dann müssten wir irgendwie in Lektoraten arbeiten oder so. So ist es einfach ein Moment, und man weiß schon, dass also zum Beispiel in Nancy oder in Manosque, da ist ungefähr die Hälfte der Neuigkeiten von der Rentrée wird dort präsentiert. Da kann man drauf bauen. Und das ist dann einfach auch interessant. Das ist auf einem Festival, und dann nimmt man die Leute so ein bisschen wahr, man kriegt einen kleinen Ausschnitt gelesen. Oft sind es 2, 3 Autoren, die auf dem Podium sind, in Gesprächen, und man kriegt sehr, sehr schnell ein Gefühl dafür, das könnte mich interessieren und das nicht. Und was uns interessiert, das kaufen wir dann sofort. Wird sofort mitgenommen. Immer Stapel schleppen wir nach Hause. Das Auto ist voll mit 2 Büchern. Jahre, bis sie gelesen sind. Ja, das ist, oder auch nicht gelesen sind. Also es findet dann nochmal sozusagen eine Auswahl daheim statt, je nach der Zeit, je nachdem, wie viel Zeit man hat, was man liest und was nicht. Et est-ce qu'il vous arrive de proposer, vous, des livres aux éditeurs? Est-ce que là, c'était le cas pour Fief, ou bien c'est la maison d'édition, ou bien vous vous êtes retrouvés ensemble? Comment ça se passe? Bei Fief war es tatsächlich so, dass wir uns quasi in der Mitte getroffen haben. Also das Buch war schon bei Hoffmann und Kamp. Ich glaube, die hatten eine Option drauf. Dann hat Dusseuil uns Bescheid gesagt, welche Verlage sich dafür interessieren. Dann haben wir angerufen, mit der Lektorin gesprochen, und die hat dann auch gesagt, hat sich auch mit uns unterhalten über das Buch, hat gesehen, was wir davon halten, und hat dann gesagt, okay, wenn wir es kaufen, melden wir uns. Und so war es dann. Und ab und zu ist es tatsächlich so, dass man irgendwas vorschlagen kann. In den meisten Fällen ist es so, wir machen Vorschläge, aber sie werden nicht akzeptiert, und die Verlage nehmen das nicht. Ach. Oder der Autor oder die Autorin ist schon bei einem anderen Verlag. Das passiert natürlich auch. Also guter Fall, Adeline Dieudonné, da sind wir von Nancy eingekommen, haben sofort unsere Verlage angerufen, die wir kannten, also Hansa Berlin oder DTV oder was. Und dann war es aber schon bei DTV, und die hatten auch schon eine Übersetzerin dafür. Insofern, das ist halt häufig so. Aber es gibt schon Möglichkeiten. Also zum Beispiel haben wir Jean Rollin mal vorgeschlagen bei Alten Berlin Verlag. Wir hatten auch Matthias Enard, war auch beim Alten Berlin Verlag, ein Vorschlag von uns, den hatte ich 2008 in Arles. Da war ich in dem Übersetzerkollegium in Arles während der Zeit der Assis, also der Übersetzertage in Arles. Und da war Matthias Enard eingeladen für Lesungen und Podiumsveranstaltungen. Und ich habe dort schon die Hälfte von Sohn gelesen gehabt und habe ihn dann dort erlebt, habe ihn auch angesprochen, habe gesagt, ich werde es jetzt gleich vorschlagen, habe Dave Schmidt am Berlin Verlag angerufen, und er hatte das Buch auch schon auf dem Tisch. Also er hat dann auch angefangen zu lesen, und dann war aber noch nicht klar, ob wir das übersetzen können, weil dieses Buch ist ja bekanntermaßen ein Buch von 500 Seiten in einem Satz, das ganz stark von dem Rhythmus lebt, der durch die Bahnschwellen, über die der Zug, in der Erzähler sitzt, geprägt ist. Und Hansa Berlin hat dann, was ich auch durchaus legitim und richtig finde, erstmal 3 Probeübersetzungen von verschiedenen Leuten in Auftrag gegeben und gemacht und sich dann entschieden. Darf ich mal kurz dazwischen gehen? Nur ganz kurzes Abkürzen. Also es ist so, Übersetzer haben wirklich selten die Chance, einen Autor zu promoten, also in den Verlag wirklich reinzubringen. Wir sind aber beliebte Gesprächspartner für Lektoren, die natürlich selber ihre Scouts haben und suchen, weil die einfach darauf angewiesen sind, eine Zweitmeinung oder so zu haben. Was haltet ihr von dem Autor? Ist eine ganz übliche Frage, ohne dass wir unbedingt jetzt einen Auftrag bekommen. Also
Holger. Das ist jetzt in einigen Fällen so gelaufen, aber der normale Weg Der ist normale Weg ist, tatsächlich, dass es nicht zu wir Erfolg sind führt. einfach, wir bieten uns auch als Gesprächspartner an. Einfach um auch im Gespräch zu bleiben. Der normale Weg ist, dass wir vom Verlag beauftragt werden. Es ist wirklich selten. Es kommt natürlich dazu auch, dass wir einen Literaturgeschmack haben, der nicht unbedingt verspricht, große Verkaufserfolge zu erzielen. Also wenn man mal von Matthias Inner absieht und die Autoren Patrick de Ville, Cécile Weißbrot, Alain Maboncou, das bewegt sich alles im Bereich von, wenn wir den vierstelligen Bereich der verkauften Auflage kommen, dann sind wir eigentlich schon glücklich. Und das wissen natürlich auch die Verlage. Und wird immer schwieriger, gute Literatur, richtig gute Literatur überhaupt in deutschen Verlagen unterzubringen. Also das, wonach alle rennen, was eingängig ist, was schnell lesbar ist, kein Problem, aber das ist auch immer schon weg. Das wird schon im Vorhinein ja manchmal sogar schon versteigert, die Rechte. Auch das kommt immer häufiger vor. Aber es gibt wirklich ich erinnere mich, in Manosque war auch mit Desiderable war ein Kumpel von ihm, Clément Benesch, haben wir auch weit in allen Verlagen, mit denen wir zu tun haben, vorgeschlagen. Keine Reaktion, nichts. Ja, umso toller war es natürlich, David, dass Sie das genommen haben, weil das ist extremer wie die anderen Sachen gewesen, das stimmt. Und für uns war es, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, es war eine tolle Herausforderung auch. Es war auch für uns, so alte Übersetzer, kann man ja eigentlich sagen, wirklich eine Schule wieder zu überprüfen, was wir in der Lage sind zu übersetzen. Denn man übersetzt sich ein in so klassische Texte. Aber wenn man dann mit einem jungen Text, mit einem interessanten Thema konfrontiert wird, ja, da muss man sich wieder ganz neu aufstellen. Eigentlich für jedes Buch schon. On voit qu'on pourrait parler comme ça toute la nuit. Il y a plein d'autres questions, plein d'autres choses, mais je crois qu'on va devoir proposer tous ceux qui nous ont écoutés, s'ils n'ont pas déjà lu le livre, c'est le moment. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir en plus de tout ce qu'on a pu évoquer ce soir. J'aurais été hyper tentée par la facilité de dire que c'est un roman coup de poing, mais je sens déjà qu'à la traduction, ça va être compliqué, donc je vais m'abstenir. En tout cas, je pense que vous avez eu l'occasion de voir d'abord notre enthousiasme et puis peut-être d'avoir un aperçu à la fois d'un livre qui a un propos vraiment et aussi qui est porté par une langue assez incroyable, une énergie et une voix assez originale et du coup on se dit c'est formidable parce que c'est vraiment ce qu'on voulait avec le prix Première, c'était mettre en avant des auteurs qui sont des nouvelles voix, qui apportent quelque chose de nouveau et je pense que là c'est vraiment le cas. Je suis très heureuse aussi qu'on ait pu avoir cet échange sur la traduction, de montrer qu'est-ce que c'est traduire. Enfin, on voit aussi cette intensité et c'est quelque chose finalement, après on l'oublie, la plupart des lecteurs y pensent à peine alors qu'ils ont lu l'essentiel des livres qu'ils ont lus, ils ont peut-être lu, c'était des traductions en fait. Et je pense que c'est important de prendre la mesure de ce que c'est que ce défi. Voilà, alors je voulais vous remercier tous ceux qui ont pris la parole ce soir, ceux qu'on n'a pas entendus mais qui ont beaucoup parlé aussi pour faire la traduction, ceux qui étaient à la technique, et puis remercier aussi le public et les lecteurs. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Wir bedanken uns sehr für die Einladung. Danke, tschüss. Une dernière chose, merci. Si le public n'a pas encore voté, il faut rappeler qu'il est possible de voter pour le prix Première. Je pense qu'il y a le lien quelque part dans le chat. Voilà, donc vous lisez les 3 livres, vous choisissez votre préféré. Je sais, c'est dur, mais voilà, et vous votez. Je le remets dans le chat pour tout le monde. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Moi aussi, je peux voir le chat. Je regarde. C'est passionnant. Qu'est-ce qui bip comme ça? Tout le long, il y a eu un bip. C'est quoi ce bip Je sais pas. qu'on entend?
Moi, j'entends pas de bip. Il y a eu, comme ça, très, très régulièrement, un petit bip. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Non, j'avais coupé exprès ma boîte mail qui a tendance à faire des petites relances régulières. Je l'avais enlevée en me disant ça va sonner toute la soirée. Ah, non, c'est assez régulier. Je pense pas que ce soit des bips de boîte mail. Attendez, j'espère que c'est pas mon alarme incendie. C'est très con. C'est peut-être ça. Mince. C'est peut-être ça. Meine geheime Angst war der Brandmelder, muss ich zugeben. Alors ça crame en fait. Et Habemus Pam Pam, si on voit une fumée blanche, qu'est-ce qu'on fait? Et vous savez, c'est marrant parce que c'est la seule phrase dont j'ai un peu honte en fait. C'est vrai? Ouais. C'était drôle. Parce qu'elle n'est pas de moi. Ah mince. Je l'ai prise et je me suis promis que plus jamais. Et avec celle-là. Oh. C'est malheureux, hein? Oh putain. Oh, quand je le dis, quand on écrit, on est toujours voleur de quelqu'un, non? Oh, moi, je prends partout. Je prends ça partout. Machen wir selbst beim Übersetzen. Ouais, j'imagine. Voilà. Bon. Sind wir denn noch auf Sendung? Oui. On est toujours 100% auf Sendung. Alors, est-ce que... On va peut-être se déconnecter. Est-ce qu'on passe... on passe de l'autre côté. Avec plaisir, ouais, carrément. Bon, merci encore à tous ceux qui sont restés encore jusqu'à maintenant et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Schönen Abend. Ciao. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.